Ecom Talk, le rendez-vous numéro 1 pour un maximum de value. Salut à tous, salut à tous. Et yo. Je t'entends très très mal, Wave. Alors attends. Là tu m'entends pas bien là? Là, je t'entends nickel. Ok, super. Bon, Je t'entends nickel. ok, super. Bon, salut à tous, merci à tous d'être là. Ecom Talks numéro 17, en compagnie de Ecom Lord. On va Et yo. aborder des sujets très épineux parce qu'on reçoit vraiment moi personnellement je sais pas pour toi mais moi je reçois vraiment beaucoup de messages de mecs qui me disent ouais gros qu'est-ce que je fais, je me suis mangé une section 7, ouais mon PSP il a sauté, qu'est-ce que je fais, ouais mon PayPal machin, bref waouh des dingueries et je pense qu'il était temps d'avoir quelqu'un qui soit un peu déter à parler de ce sujet en profondeur et donc d'aider les gens en fait qui se retrouvent dans des problèmes, mais aussi même si vous n'avez pas de problème, apprendre à les bonnes pratiques finalement. Comment ne pas se retrouver dans la merde avec les PSP, comment continuer à avoir des bonnes relations avec eux, et même aussi tout simplement comprendre comment ça marche. Parce que des fois, juste de comprendre comment les choses fonctionnent aussi, ça nous permet, nous, de mieux comprendre le business qu'on pratique et de faire du meilleur business, tout simplement. Voilà. Donc les gars, Ecom Talks, le but c'est que ce soit interactif. Au début, toujours, je laisse l'invité parler un peu plus, et puis dans une seconde partie, vous pouvez déjà commencer à mettre des commentaires, tout ça. On fera monter des personnes, on répondra à des questions, et puis on fera en sorte de délivrer un maximum de value et vous rendre heureux. Voilà. Ok, Ecom Lord. Alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Ça me fait super plaisir. Bah en vrai, merci à toi, hein. Globalement, merci à Avec, toi pour l'accueil surtout. avec grand plaisir. Ok, on va commencer comme d'habitude. Si tu peux te présenter rapidement, ton parcours dans ta vie en général qui t'a amené à faire de l'e-com et à te retrouver là ce soir, tes projets, et puis on attaque tranquille. Alors, moi du coup, Ecom Lord, je suis arrivé sur Twitter il y a un peu plus d'un an, début octobre. Ça fait 4 ans que je suis dans l'e-com. J'ai commencé en 2020 du coup. Moitié d'année 2020. J'ai commencé par du SEO, j'ai fait du SEA. Forcément, beaucoup de mailing parce que quand on est sur ce genre de plateforme, faut optimiser le plus possible pour convertir. Après, je me suis pas mal intéressé aussi aux ads hors de tout ça, donc Pinterest, très très peu de Facebook. Globalement, je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont connu un peu cette année parce que j'ai beaucoup beaucoup parlé de PSP, parce que j'ai beaucoup de problèmes de PSP. Globalement, si quelqu'un a réussi à avoir plus de bans sur les PSP que moi cette année, qui lève la main, parce que franchement, bien joué à lui. J'en ai pris 2 bans PayPal, je crois, et 6 ou 7 bans Stripe. Donc globalement, le sujet, je le connais un peu. J'ai plus ou moins passé 4 mois, 5 mois à juste passer mon temps au téléphone, à envoyer des mails, à passer des calls avec des gens qui bossent dans le processing, etc. Et du coup, globalement, c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Ok, mais alors, si tu me le permets, Ouais. déjà, comment on se retrouve dans la merde comme toi? Genre, est-ce que t'as fait des trucs chelous ou pas forcément? Non, c'est ça le truc justement. Je vais en parler juste après. Mais comment on se retrouve dans la merde comme ça? Globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un scaling qui a été un peu trop violent, que le compte Stripe, du coup, c'est un compte que j'avais depuis assez longtemps, qui encaissait beaucoup de SEO, donc par conséquent beaucoup de sous-comptes. Et ça, c'est des premières erreurs à ne pas faire. Avoir beaucoup de sous-comptes, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Genre vraiment, encore plus quand c'est des sous-comptes qui encaissent peu, notamment typiquement avec du SEO, parce que c'est des sous-comptes qui sont du coup à risque aux yeux de Stripe, par conséquent en fait ça saute. Et c'est Ok, ce qui m'est arrivé. d'accord, ok, donc ouais, ça fait sauter carrément le truc principal, quoi. Ouais, Le en compte fait principal. tu finis par tout sauter petit à petit, et quand on a un qui prend, quand on a un deuxième, quand on a un troisième, globalement après ils enquêtent un peu plus. Et j'ai eu une soirée où je me suis fait déban un compte. Une heure plus tard, il était reban. Une heure après, il était redéban. 30 minutes après, il était reban. Ok. C'était absurde, vraiment, complètement. Ok. Et puis, tu sais, moi, j'ai eu pareil, j'ai eu des petites embrouilles avec PayPal, mais moi, c'était banal. C'était juste que Ouais, j'avais mes limites et j'avais mes limites PayPal que j'arrivais pas à faire augmenter pour avoir plus d'argent disponible chaque mois. Et ouais, putain, il y a un truc en fait, et je pense que tu as été confronté à ça, c'est que c'est un truc, c'est hermétique. C'est-à-dire que t'as beau parler avec des humains,
tu vas rien avoir. Je veux dire, en fait, ils ont des marches à suivre, et si tu n'arrives pas à... En fait, c'est vraiment comme un programme informatique, la façon dont il fonctionne, j'ai l'impression. Si tu dis Ouais, pas bien la sûr. bonne phrase et que ça répond pas à des bons critères, tu peux pas passer à la personne qui potentiellement va pouvoir t'aider, tu vois. Ouais. Raconte-nous un peu, toi, comment ça s'est passé à ce niveau-là, voilà, qui est-ce que tu as eu en fait en appel, et comment tu fais pour essayer de te démerder quand tu te retrouves un peu dans ta situation. Globalement, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai commencé un peu comme tout le monde à simplement aller voir des vidéos, etc., etc. Discuter avec GPT aussi parce que mine de rien, la database de GPT, commence à être quand même assez vénère. Ouais. Et il y a pas mal de points qui peuvent être étudiés rien que comme ça. Quand j'ai vu globalement que je parlais à des bots côté support Stripe, j'ai commencé à discuter avec des e-commerçants qui pouvaient potentiellement avoir eu les mêmes problèmes. J'ai parlé avec quelqu'un qui se fait un peu plus discret en ce moment sur Twitter, qui s'appelle Dame Citron, merci à lui, qui m'a pas mal éclairé aussi sur pas mal de points, qui m'a aidé à avancer, qui m'a dit directement, chef, si tu parles correctement anglais, appelle-les directement, tu auras un meilleur support. Et effectivement, il y a un meilleur support quand vous les appelez. Je vous donne juste un tip là-dessus. On va commencer dès maintenant. Il y a un point qui est super important à comprendre, c'est que si jamais vous avez un sous-compte qui est banni sur Stripe, vous n'avez pas accès au support. Ça va vous mettre support inaccessible ou indisponible pour le moment. En réalité, si vous passez par un autre sous-compte et que vous allez sur ce même support, ça veut dire que le support est disponible. Donc, si jamais vous avez cette même situation, passez juste par un autre compte juste un autre sous-compte, et vous allez pouvoir simplement leur dire le numéro de compte pour lequel je viens, c'est celui-là. Il est dispo dans vos paramètres, et à partir de là, en fait, ils pourront opérer du coup sur le bon compte. Sinon, vous aurez jamais accès au support. Ok, ok. Et du coup, bon ben, comment ça fonctionne finalement voilà, tout le processing en général? Est-ce que tu peux nous faire un overview un peu de comment ça marche, le Yes. processing de paiement? Yes. Déjà, je voudrais préciser juste un truc, les gars. Je suis pas fiscaliste, je suis pas avocat. Globalement, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Je ne travaille pas chez Stripe, je travaille pas chez Payplug, je travaille pas chez ces gens-là. Je suis juste un mec qui a eu beaucoup de galères, qui a passé des dizaines, voire des centaines d'heures à faire beaucoup de recherches cette année. Donc, je suis pas responsable de ce que vous allez faire. Je vous le dis d'avance. Exact. Est-ce que tu peux répéter ta question? Je suis désolé. Ouais, bah en fait, comment fonctionne le processing en général? Est-ce que tu peux nous Ok. expliquer En gros, faut voir ça d'un principe simple. Tu as un client qui a une banque qui, du coup, va faire un paiement sur ta boutique. Et en gros, c'est une banque qui renvoie à une autre banque. Ça, c'est dans le cas où on simplifie le truc à l'extrême. Maintenant, entre donc la boutique et la banque, tu as le processeur de paiement. Le processeur de paiement vers ta banque, tu as encore une autre banque qui, en gros, ce qui se passe en réalité, c'est que la banque émettrice, donc celle qui fait le paiement, envoie à une banque réceptrice, qui va donc être la banque du processeur de paiement. Parce qu'en réalité, un processeur de paiement, c'est plus ou moins... je simplifie au max, mais c'est plus ou moins genre une grosse banque de transfert, quoi. Ensuite, va dire, ok, lui c'est bon, ça appartient à telle personne. Le billing descriptor répare tout ce que vous mettez sur Stripe. Donc par conséquent, plus tard, il te renvoie l'argent. Donc sous 7 jours, sous 3 jours, ou en paiement instantané, comme il y a un petit peu plus en ce moment sur Stripe, avec les périodes instantanées. Maintenant, il y a un autre truc qui rentre en jeu, qui est pourquoi est-ce que vous avez besoin de PSP, ou pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce qu'on appelle un bit bancaire, en tout cas. Donc quelqu'un qui fait le juste milieu entre vous et le client. C'est parce qu'en fait, ils ont des contrats avec Visa, Mastercard, Amex, etc., etc., Discover, CB, etc. Et du coup, ces personnes-là peuvent, du coup, sont, entre guillemets, habilitées à gérer l'argent. Il y a un point qu'on va aborder tout de suite, qui est globalement, je pense que vous avez beaucoup, en tout cas pour beaucoup, déjà entendu parler, de tout ce qui est un petit peu le mythe du Stripe Hong Kong, du Stripe dans certains pays, etc. Je suis quasiment sûr qu'il y a déjà des gens ici qui ont dû entendre un Stripe dans tel pays, ça pète jamais. Ouais, même En fait, PayPal. ouais, exact. En fait, non, déjà, ça pète, ça peut arriver. Hein, c'était Mousse, je crois, qui avait fait un truc là-dessus. Un PayPal ou même un Stripe HK, ça peut péter. Il n'y a pas de galère. Vraiment, globalement, s'ils veulent vous tège, ils vous tègent. C'est eux qui font la loi. Maintenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les pays, il y a des répressions des fraudes. Donc, répression des fraudes bancaires, la Fed, etc. Plus la répression des fraudes, en fait, la répression des fraudes va mettre des pressions sur Mastercard, Visa, etc. Qui, par conséquent, derrière, vont mettre des pressions sur Stripe, etc., etc., etc. Tous les gens qui ont des contrats. Parce qu'en gros, il y a toute la lutte contre le blanchiment d'argent, il y a toute la lutte contre la cybercriminalité, etc., qui est mise en place. Et par conséquent, derrière, il se passe que Stripe met le fusil sur tout le monde globalement et disent toi t'es dangereux, donc dégage. C'est pour ça que souvent il y a plein de gens qui prennent des bans pour haut risque. C'est parce qu'en fait les gens représentent un trop gros risque au vu des contrats qui sont mis en place avec Mastercard, Visa, etc. pour Stripe typiquement. Mais alors attends, je te coupe Ouais. 2 secondes. C'est quoi le risque? C'est quoi leur crainte?
Bah, en fait, faut se dire quelque chose, c'est que plus il y a d'humains derrière à gérer, quelqu'un qui va avoir une boutique qui va faire 1 million de chiffre d'affaires par mois est beaucoup moins dangereux d'un point de vue de Stripe qu'une personne qui va avoir 10 boutiques qui va faire 100 000 euros de revenus mensuels. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir ça en mode une boutique pour Stripe, c'est pas un gain, c'est un risque. Et plus il y a de risques en place, et plus Stripe commence à être en alerte. Et quand, du coup, vous êtes dans le cas de gens qui font du SEO, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé avec David Blacat de tous ces sujets-là, parce que lui, il a énormément de boutiques. Et ben en fait, ce qui peut se passer, c'est tout simplement que vous allez juste sauter. Parce qu'en fait, vous avez énormément de boutiques qui génèrent peu de chiffres, toutes solidairement. Peut-être que réunies, ça fait beaucoup plus. Maintenant, le fait est que vous êtes un plus gros risque pour Stripe, etc., que quelqu'un qui va avoir juste un Stripe qui encaisse énormément. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça saute, la plupart du temps. Sauf qu'on fait vraiment de la merde avec ça. Mais donc, c'est quoi vraiment ce dont ils ont peur, ce dont PayPal a peur? Pourquoi ils nous mettent des limites? Enfin, Bah, dis-le. Vraiment, c'est parce C'est qu'ils quoi? ont peur des contrats, en fait. Ils ont peur de la perte des contrats avec Mastercard, Visa, etc., en fait. Ouais, mais par exemple, moi, bon, bah là, je suis chez PayPal, j'encaisse des Ouais. paiements. Pourquoi ils me mettent des limites? J'encaisse des paiements, voilà, je brasse pas beaucoup. C'est pas grave, y a rien de grave, tu vois. Pourquoi moi, ils me mettent des limites, par exemple? Parce que t'es un trop petit poisson. C'est terrible, mais c'est juste, t'es un trop petit poisson. Non, mais en fait, ce que Et je veux te faire dire, entre guillemets, c'est ils ont peur que, par exemple, j'ai un taux de clients insatisfaits oui, beaucoup trop élevé, oui. que je les rembourse pas et que eux se retrouvent avec un déficit et que Ouais, ce soit eux à eux de gérer ses clients. C'est ça en ok. vrai le vrai truc. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, en soi, oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, Ok. globalement, si vous grossissez trop et que vous faites de la merde, bah, globalement, ils vont avoir un taux de litige énorme, et derrière, c'est eux qui sont responsables. Déjà. Voilà, donc les choses vraiment qu'il faut éviter, c'est quoi? C'est les chargebacks et les litiges. Ouais, exact. Et comment on évite ça? Comment t'évites les litiges? Bah, globalement, tu mets un très très bon SAV en place, qui va te permettre déjà d'éviter d'avoir des litiges. Ça passe par du mailing, etc. Ou sinon, vous pouvez passer par d'autres solutions, etc., qui vont permettre d'intercepter les litiges, etc. Et notamment un petit SaaS qu'on est en train de développer. Merci pour la passe décisive. Ah, Qui s'appelle du coup Dispute Doctor. Pour l'instant, tout est encore en bêta. Maintenant, vous avez la waitlist qui est présente. Attends, je te retrouve tout de suite le lien de la waitlist. Tac. Hop. Tac. Je peux te l'envoyer où? bah soit tu me l'envoies par DM, Vas-y, tu peux la je te fais mettre en ça. commentaire du talk, les gens pourront la voir comme ça plus facilement, ouais. Et Je vois puis pas les commentaires du talk. Je sais bah pas pourquoi, envoie-moi et mais je le mettrai en commentaire, comme ça les gens vas-y. pourront regarder. Ok, d'accord. Donc voilà, nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est des clients qui sont satisfaits, qui payent, et puis nous, on encaisse, et puis à la fin, ben, au bout d'un certain temps, les gens, ils n'ont pas fait de réclamation parce qu'ils sont satisfaits du shipping, du produit, du SAV, et finalement, en fait, ils sont pas mécontents. Et qu'est-ce que voit le PSP? Ils voient bah, que les paiements, ils passent, il y a pas de plainte. Donc, dans ces cas-là, tout roule. C'est exactement ça. Mais en gros, faut se dire un truc, c'est qu'en fonction des PSP, il y a des taux de litige qui sont acceptés. Ouais. Parce que nous, dans l'e-commerce, on a des taux de litige qui sont quand même relativement faibles. Pour tout vous dire, là, globalement, on a eu mon associé un appel avec Mastercard quand on lui a dit qu'on risquait de faire du coup du business avec des dropshippers sur ce SaaS. Nous, on s'attendait à ce qu'ils nous disent ouais, c'est un business à risque. Il a quasiment rigolé en disant mais ça c'est tranquille. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire qu'il y a des PSP du coup qui eux aussi passent forcément par Mastercard, Visa, etc., qui ont des acceptations et des taux de litige acceptés supérieurs à 20%. Ok. Et pourquoi? Parce que typiquement, il y a des niches comme le casino ou le dating qui existent. Et quand il y a des rencontres extra-conjugales, le taux de litige, il est énorme. Il est vraiment énorme. Ce qui est assez logique en soi, parce qu'il y a madame qui va commencer à dire, monsieur, c'est quoi ça, quoi? Ouais. Et monsieur va dire, bah, je comprends pas, je me suis arnaqué je me suis fait voler ma carte. Ok, ok, ok. Et le taux de litige accepté sur Stripe, c'est 2%. Maintenant, dès 1%, il commence déjà à paniquer. Mais dites-vous bien un truc, c'est le taux de litige perdu qui est le plus important, même si le mieux, c'est vraiment d'éviter au le plus possible les litiges. Ah, Et donc ils regardent quand même bien voilà, ce sûr, paramètre. Parce que bien moi, sûr. par exemple, j'ai eu le cas sur PayPal où en fait j'avais des clients qui, au bout de, enfin, ils sont pas beaucoup, tu vois, mais forcément sur un volume de commandes qui est relativement faible, ça peut vite monter en pourcentage. Où j'ai mes clients, je les ai expédiés, ils ont leur tracking de suivi, tout ça, enfin Ouais. voilà, tout est carré. Mais le gars m'ouvre un litige au bout de 3 jours. Où est mon colis?
sur Ouais. PayPal. Au lieu de, alors que j'ai mon email, j'ai mon service 24/24 pour répondre chatbot, tout ça, mais le gars va mettre, il croit que, en fait, il faut aller sur PayPal, ouvrir un litige pour Mm. demander, il est où mon colis? Ça fait 3 jours que j'ai commandé, j'ai pas mon colis. Et en fait, je me suis retrouvé ensuite, quand j'ai demandé à augmenter ma limite, on m'a dit, oui, mais vous avez dépassé maintenant 1% de taux de litige PayPal, donc vous êtes à risque. Et puis je lui dis non mais regardez, j'ai process tant de paiements, il y a eu 3 cons qui m'ont dit ça, je veux dire, et à chaque fois je gagne le litige parce que j'écris au client et puis là à ce moment-là je lui dis écoutez, si vous voulez savoir où est votre colis, il faut suivre ça, il faut faire ça et puis c'est bon et puis le gars il close le truc et c'est bon. Mais j'ai l'impression que si il a été ouvert, même si le gars close, en fait t'es baisé parce que bah t'as un taux de litige élevé, même si le litige était inutile. Alors, justement sur PayPal, c'est un peu particulier parce que PayPal est totalement conscient qu'il y a un taux de litige qui est supérieur, exactement comme sur Klarna en fait. Parce que dès qu'il y a une demande d'information, typiquement sur Klarna, c'est pour ça que parfois ça peut être un peu dangereux d'activer Klarna sur un Stripe, parce que bah du coup, si jamais la personne fait une demande d'information, Stripe compte ça comme un litige. Ce qui est complètement con d'ailleurs. Mais Ah ouais. voilà. Ouais. Mais du coup, sur PayPal et Klarna, typiquement, ils ont des tolérances sur les litiges qui est nettement supérieure à celle de Stripe. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que sur PayPal, c'est du 6 à 8% toléré. Ok, ouais, parce il commence à me faire chier, enfin, il commence à faire chier les gens à partir de 1 à 2%, et Ouais, après, mais ils ont quand même une large tolérance, ouais, tu peux monter c'est assez ça. haut, j'ai entendu des types qui sont montés à plus de 10% à un moment où ils avaient un produit, en fait, qui était pas bon, finalement, quand ils envoyaient leurs clients, et puis ils ont scalé, ils se sont retrouvés avec plein de litiges, Ouais. et bon, le PayPal n'a pas sauté, alors qu'il y a un moment, il y avait plus de 10% de taux de litige, donc, voilà, ça peut arriver, tu fais un mauvais choix de produit, scaler, ça se passe mal, je veux dire, voilà, ça arrive à tout le monde, faut juste pouvoir éviter ça au maximum, se renseigner au maximum sur la qualité de son produit et éviter de scaler comme un con alors que le truc est pas carré. D'ailleurs, moi j'aurais une petite value à vous partager et il faut que je fasse le post sur Twitter. En fait, pour éviter voilà, les litiges sur PayPal que je me suis tapé, il y a en fait quelque chose où vous pouvez afficher un message à vos clients lorsqu'ils vont aller vouloir ouvrir un litige, vous leur affichez un message en fait avant où bah, vous pouvez leur dire tout et n'importe quoi. Moi je leur dis tout simplement n'ouvrez pas un litige, ça ne sert à rien, ça ne fait que compliquer la situation. Si vous avez des questions, contactez-nous d'abord. Voilà le SAV, le mail, nanana, et parce que c'est dommageable pour nous, alors que sûrement que votre colis il est juste en route, tu vois. C'est ça en Ouais. gros généralement. Et moi, mec, depuis que j'ai mis ce message, plus de litige, tu vois. Ouais. Genre, ça a vraiment fait la différence. Parce que franchement, normalement, le litige, honnêtement, tu l'utilises, c'est une garantie, c'est t'as jamais reçu ton colis, tu t'es fait no ship, bah ça je pense pas qu'il y a des no shippers qui utilisent PayPal parce que forcément tu perds le litige instantanément, Ouais. ou bah t'as vraiment reçu un truc rien à voir avec le site et donc là tu peux ouvrir aussi une demande et dire ouais voilà moi ça correspond pas du tout à ce que j'ai acheté et en fait cette protection elle sert à ça en vrai non? Ouais, bien sûr. Exactement. En fait, Ouais, le litige, c'est juste un moyen pour PayPal de pas avoir une réputation genre horrible en fait, d'un ouais, point de vue utilisateur, etc. Parce qu'au final, enfin, c'est leur fond de commerce, avoir de la satisfaction client. ouais. Mais si je peux vous donner un gros tip sur les litiges, etc., sur notamment bah, tout ce qui est marché un peu où les litiges sont assez hauts, je sais qu'il y a des gens qui ont une très bonne expérience du marché français, perso pas vraiment, notamment à cause des litiges. PayPal, c'est une dinguerie. Je trouve vraiment que les Ils ont le litige consommateurs facile. français, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles là-dessus. Ah ouais, clairement. Mais le gros point qui est très facile à mettre en place, c'est tout simplement de faire des grosses séquences de mails. Vous dites pas, ouais, mon client, il va en avoir marre et tout. Parce qu'en fait, le client, j'ai pas envie de dire qu'il en a rien à foutre d'où est son colis, mais il veut juste avoir des nouvelles, en fait. Moi il veut être rassuré mec, c'est que C'est ça, ça. c'est Et vraiment, si comme vous une femme. commencez à... Pardon. Exactement. Et en fait, du coup, si vous commencez à faire des séquences de mails en post-purchase, où vous avez des mails pendant 21, 30 jours, etc., même après la livraison, que la personne continue de recevoir des nouvelles, etc., genre, rien que sur vos reviews, etc., ça va se voir, en fait. Mais alors, est-ce que tu aurais deux, trois idées de mails à partager parce que bon, faire des mails pour faire des mails, qu'est-ce que tu envoies toi à tes clients par exemple? Globalement, en fait, ce qui est envoyé, ça va vraiment, vraiment dépendre du produit de fou. Genre, Ouais. si vous avez des produits qui sont un peu à étiquette, etc., là, tout ce qui va être les séquences de réassurance, etc., c'est hyper important. Donc, tout ce qui va être en post-purchase. Maintenant, tout ce qui va être un peu plus low étiquette, etc., globalement, parler juste de la marque, parler du produit, de pourquoi, de comment, etc., en fait. Genre, c'est du pur storytelling. Il faut vraiment, genre, broder à mort, à mort, à mort. Et après, derrière, c'est beaucoup de conditionnels, etc. sur Klaviyo pour arriver à des choses qui seront cohérentes. Mais je vois typiquement, j'ai eu un shop, bah, c'est plus ou moins le shop d'ailleurs qui m'a coûté mon Stripe, où j'avais des délais de livraison à plus que 14 jours, parce que c'était des produits faits main, etc., à étiquette, etc.
Je n'avais jamais de SAV et même, je pense que je n'ai jamais reçu autant de mails gentils de clients parce qu'en fait, vraiment, j'avais une séquence mail de 21 jours où globalement, en fait, le client était tout le temps rassuré. Je lui expliquais comment était fait le produit, pourquoi est-ce qu'il est fait, comment est-ce qu'il va le recevoir, juste tout ce qu'il peut savoir sur le produit, en fait. Et globalement, des tutos, tout ce qui est possible de faire. Et globalement, en fait, le client, quand c'est comme ça, il en a rien à foutre de savoir que son colis il vient de Chine, du Brésil, que là, il a Guantanamo bloqué à la douane. Bah, juste le client, il est rassuré, quoi. Ouais, ouais, voilà, il sait vraiment où. Ouais, tout simplement, il a de l'info parce que lui, il se dit, ouais, peut-être que je me suis fait arnaquer, j'ai Ouais, mis mon argent, tant que j'ai pas reçu mon truc, j'ai peur. Voilà, c'est ça en fait la situation c'est dans laquelle exactement il ça. est. Ok. Et moi, après, donc tout à l'heure, tu me parlais ouais de pays à fort taux de litige pour toi. Donc Ouais. toi, t'as dit la France. Est-ce que il y a d'autres pays comme ça, tu trouves? Globalement, tous les pays, en vrai, les US, typiquement, sans avoir un bon SAV, etc. Les US, je trouve, personnellement, genre, et j'ai l'expérience inverse de beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'ai pas eu tant de litiges que ça aux US. Ouais, moi non plus, hein. Par contre, en SAV, genre, ils sont hyper exigeants. Hmm. Mais tous les pays Ça passe à par quoi, forte c'est-à-dire? utilisation de PayPal, par contre, ça litige. Là, ils ont rien à foutre. Ouais. Ça passe par quoi un SAV exigeant d'après toi? Bah, en vrai, c'est vraiment, genre, vraiment être à l'écoute du client, faut pas juste sortir des phrases de fou et tout, hein. De toute façon, il y a qu'à voir souvent les Trustpilot, quand vous faites un peu de veille, etc. Genre, globalement, parfois, il y a des gens qui se plaignent de SAV, etc. Après, en vrai, on les connaît, les clients chiants. Je me suis déjà fait menacer de mort par un mec sur Ouais, du SAV juste parce je vais qu'il a appeler pas mon reçu son colis en 2 heures, avocat, quoi. je vais porter plainte à la gendarmerie, on les a tous eus, Ah, ceux-là. c'est une dinguerie, à quel point tout le monde tout le monde a des cousins avocats aujourd'hui. Mais ouais, non, non, vraiment, c'est vraiment genre, faut vraiment être à l'écoute du client de fou. Un truc, globalement, tu réponds assez rapidement, SAV, etc. Genre, c'est primordial. Surtout dans des pays, bah, typiquement comme les US, vraiment, en fait, tous les pays où il y a un service qui est assez déter, Il faut globalement, s'aligner, quoi. c'est Il faut ça, ouais. s'aligner. Avec un bon SAV, en vrai de vrai, tu t'évites déjà la plupart des problèmes de litige, hein. Un bon SAV et des bonnes séquences mail, la plupart des litiges sont évités, hein. Mais c'est intéressant ce truc de séquence mail là. Là, moi, j'aimerais bien diguer un peu plus. Peut-être il faudrait que tu fasses post ou un truc un peu plus Ouais, détaillé pourquoi où pas. les gens, tu vois, sachent un peu. Moi, je sais que j'avais entendu lors d'un e-com talk, c'était dans les tout premiers où il disait bon bah vu que si vous avez malheureusement des shippings qui sont longs, vous pouvez très bien broder en disant oui, donc là on a eu une pénurie de carton, oui, nanana. Ouais. Je me dis, imagine, t'as du recurring, le client 3 fois d'affilée, il commande, il y a l'histoire du carton, il se dit ouais, bon, ok, c'est bon, alors j'ai compris que c'était de l'arnaque. C'est pour Mais ça que moi, je suis pas fan, tu vois, de la logique rapide, tu vois. En vrai, genre, vaut mieux broder, tu vois, autour du branding de la marque et tout. Et comme ça, t'as ouais. beaucoup moins de problèmes. Mais tu vois, moi je suis d'accord hein, avec le truc de broder autour de la marque. Bon, si le client il veut savoir où est, il en aura rien à foutre, non? Bah, le truc, en fait, c'est que globalement, ouais, les clients qui veulent vraiment savoir où est leur colis et tout, souvent, d'ailleurs, tu peux les retrouver en SAV parce que, bah, déjà, en fait, juste, ils vont avoir un réflexe, c'est ils vont répondre aux mails qu'ils ont reçus. Ouais, Contrairement à simplement ouais. aller sur PayPal. Parce qu'en fait, du coup, vu que tu dis, eh, salut, je suis là, bah, le client, il va être beaucoup plus enclin à simplement, bah, venir, quoi. Ouais, moi j'ai ça aussi. Ouais, ouais, non, c'est parce que le problème, c'est que personnellement, j'essaye au maximum de cacher en fait que ça vient de Chine, parce que les Ouais. types ont un a priori, même si moi je fais mon travail pour que le produit soit de qualité. D'ailleurs, bah, j'ai du recurring, donc c'est que c'est bien, c'est que les gens aiment ça, tu vois. Mm. Mais quand ils voient Chine, Chine, oh putain, ils pètent un câble, tous les signaux sont au rouge, laisse tomber. Alors que le putain d'iPhone qu'il a dans les mains avec lequel il écrit son mail pour m'insulter parce que ça vient de Chine, vient de Chine, frère. Putain, il y a trop de désinformation vis-à-vis de ça. Et puis bon, Ouais, je bien sûr. comprends aussi que des clients soient fait arnaquer avec des trucs vraiment de très basse qualité. Mais bon, voilà, le problème, c'est quand je voulais en venir au point que quand on cache un peu, si tu veux, donc via des apps comme Parcel Panel ou quoi, le fait que bah, ça vient de Chine, les types, ils savent pas exactement où c'est. Ils sont Mm. là, ouais, ils voient des trucs, ok, il y a des process qui se font, il y a une traduction automatique, ok, colis envoyé à la station, départ du colis, machin, les types, c'est ça aussi, il faudrait essayer d'optimiser ça, moi personnellement j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas encore parfait, quoi. Quand on a des délais longs, on a des délais longs, et puis c'est En tout. vrai, je sais que à une époque, on avait une douille là-dessus parce qu'on avait des colis parfois parce que c'était des gros stores multi-produits. Du coup, bah ça partait souvent d'AliExpress. Parce que bah quand t'as 1000 produits mais que tu fais aller genre 20 ventes sur un produit par semaine, Ouais, bah globalement tu vas pas commencer à contacter un agent, brander le truc, etc., quoi. Maintenant ouais, ça se fait bah un ouais, peu plus, mais à l'époque ça se faisait pas trop, surtout sur des si petits volumes. ouais, Et du coup, ce qui se faisait beaucoup, en fait, genre nous on avait une combine. Et ça marchait souvent, c'était vraiment juste de dire, en fait, on l'utilise, parce que du coup, genre, c'était le début des paquets AliExpress. Euh, Parce qu'il y a eu une époque, je sais pas du tout, là, ça se fait encore, je passe plus du tout par AliExpress. Mais il y a eu une époque où vraiment, genre, parfois, les clients, ils recevaient vraiment leur colis dans des trucs, genre, où il y avait vraiment écrit AliExpress dessus, quoi.
Ah merde, ah ouais, donc là, ouais, c'est Et compliqué. la stratégie qu'on avait trouvée, c'était juste de dire que AliExpress ont des entrepôts logistiques et que ça nous permettait du coup de juste réduire les coûts et proposer à nos clients des prix inférieurs parce qu'on payait moins cher de livraison et de logistique. Ouais, Et en vrai, forcément. souvent, ça marchait, pour le coup. Hmm. Ok, ok. Où on en était? Ouais, donc voilà. Aussi, donc au niveau des... Ah oui, moi, la chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'à toutes les personnes qui font des testings ou qui commencent et ils voient que leur truc, il prend, les gars, activez PayPal. Moi, personnellement, j'ai vu la différence. Quand tu actives PayPal, moi, je gagne 1% de compte. Honnêtement, selon les produits, selon la niche, les gars, portez vos couilles, activez PayPal, fournissez un bon service. Et ça va vraiment faire la différence. Et des fois, je vois qu'il y a des testings qui sont un peu ratés ou il n'y a pas un taux de conversion désiré parce qu'en fait, il n'y a pas ce mode de paiement-là qui est en fait beaucoup plus demandé par les clients que ce qu'on croit. Moi, j'ai cette impression, je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais. Euh, mais voilà, les gars, activez PayPal. Dès que vous avez un peu validé votre testing, ça va vraiment faire la différence. Ouais, tu me disais aussi que donc il y a des pays dans lesquels les PSP ils sont plus cons que d'autres. Ouais, bah forcément. En fait, t'as des pays dans lesquels, globalement, bah, ils savent très bien il y a beaucoup de magouilles. Et du coup, globalement, bah, les répressions des fraudes tapent très très fort sur Visa, Mastercard, etc. Et par conséquent, ils sont encore plus énervés sur les PSP. Et que les Ouais, PSP, derrière, tapent encore plus fort sur les utilisateurs. c'est quel pays ça par exemple? Typiquement, les US, parce qu'il y a eu beaucoup de magouilles avec les LC, les LTD, du coup, UK, parce que bah, c'est très facile. En fait, tous les pays où la fiscalité est très facile d'accès, genre UK, LLC, US, du coup. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Typiquement, je suis pas sûr de mon info, mais il me semble quand même que les PSP aux UAE, genre les Stripe UAE, sont très fragiles. De toute Ok. façon, aux UAE même, c'est juste que tu te connectes sur certains Wi-Fi d'hôtel, ton Stripe saute. Donc, globalement, Ah ouais, carrément. ouais, ouais. Ok. L'IP de l'hôtel est ban. Parce qu'il y a Ok. eu énormément de scams, etc. dans ces hôtels-là. J'ai plus les noms en Ah tête oui, des j'avais hôtels. entendu parler de ça. Ouais, ouais, il y avait deux, trois. Ouais, j'avais entendu ça. Il y avait deux, trois hôtels. Fallait vraiment pas se connecter Ouais, avec. ouais. Ok. Et en fait, pour en revenir à ce que tu nous racontais tout à l'heure, comment t'as fait pour te sortir en fait de la merde dans laquelle tu t'étais mise en début d'année avec tous les PSP, avec ton PayPal et tout? Comment t'as fait? En vrai, globalement, il n'y a pas mille et une solutions. Genre, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, du coup, c'est que j'ai pris un ban ID sur mon Stripe, parce que le Stripe était débanni, il se refaisait ban 20 minutes plus tard, quoi. Ok. Même si j'ai passé du temps au téléphone et tout avec Stripe, qui me disait non, non, mais ça n'existe pas, les ban ID, etc. Bon, à un moment, Oui, c'est des ouais, gentils, bien mais sûr. Ouais. voilà, quoi. On les connaît, le support Stripe. Bah, en fait, globalement, la vraie solution, c'est juste de refaire une boîte. Ou sinon, de s'associer à quelqu'un qui, lui, peut gérer ça, quoi. Ah Ou ouais, sinon de carrément. passer par d'autres PSP. Parce qu'il faut savoir un truc, il y a globalement deux types de PSP. Il y a les PSP qu'on va dire outboard et il y a les PSP qu'on va dire onboard. Il y a des PSP en gros qui vous laissent faire un peu ce que vous voulez jusqu'à une certaine limite, puis ensuite ils vérifient. C'est le cas de Stripe avec la fameuse vérification qui se déroule, la première grosse vérif là, où il y a les demandes de vérification de stock, etc. Et il y a des PSP qui demandent dès le début, typiquement Airwallex demande genre dès le début, quand vous commencez à juste vous intéresser à eux. Ce qui fait en fait que vous pouvez pas faire n'importe quoi sur Airwallex parce que tout simplement on va juste pas vous ouvrir les portes. Par contre, ça fait aussi qu'une fois qu'on vous a ouvert les portes, bah c'est beaucoup plus facile de tourner, vous n'avez pas trop peur des réserves, etc. quoi. Ou juste tout simplement des blocages. Et Airwallex, c'est pas la première fois que j'en entends parler. C'est quoi un peu le truc avec c'est une app bancaire, c'est quoi? Airwallex c'est un processeur et c'est aussi un banking, c'est-à-dire que tu peux à la fois stocker de l'argent et en même temps l'utiliser comme processeur de paiement. Et je sais que typiquement, encore une fois, c'est pas un conseil quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Airwallex ou Payoneer qui fonctionnent à peu près similairement pour tout ce qui va être des sociétés HK, etc. Parce que en fait, vous pouvez juste stocker de l'argent sur Airwallex. Parce que les lois sur le bancaire à Hong Kong sont un peu restrictives parce qu'ils veulent juste éviter les problèmes globalement parce que c'est pas si compliqué. Bah, en gros, vous pouvez pas ouvrir de compte en banque à Hong Kong sans aller sur place, etc. et sans être sur place. C'est similaire pour les numéros de téléphone Hong Kong. Vous ne pouvez pas avoir un numéro de téléphone Hong Kong comme vous pouvez avoir un numéro français sur un offre, par exemple. Et à ma connaissance, en tout cas, il n'existe pas de service qui vous permet d'avoir un numéro de téléphone Hong Kong en ligne. Ok. Ce qui fait Et que, ouais, vas-y, vas-y. en fait, du coup, si vous voulez avoir un compte en banque qui peut fonctionner avec une société à Hong Kong, et ben, il faut forcément que vous passiez par des trucs comme ça. Sinon, vous pouvez pas. Ok. Et c'est quoi le truc avec les setups hongkongais là? Genre, je sais pas, tu te fais une société hongkongaise, Ouais. ça se voit beaucoup, ouais, on te vend ta société 2K, 3K, 5K, Ouais. et après, je crois que ça sert à quoi? Explique-moi un peu le truc.
Alors là, putain, on rentre dans du deep. En fait, les setups HK, etc. Encore une fois, je suis pas responsable de ce que vous faites. Genre, débrouillez-vous, Bien sûr, faites vos bien sûr. recherches, etc. Ceci n'est pas un conseil en investissement, les amis. Ceci n'est pas un conseil en fiscalité non plus. En gros, les sociétés HK sont assez faciles à ouvrir. Maintenant, du coup, il y a des gens qui proposent des services à 3000, 5000, j'ai même vu beaucoup plus, hein. J'ai vu des services à 15 000 balles pour ouvrir des sociétés. La plupart, c'est des scams énormes, enfin des scams, entre guillemets, parce qu'au final, vous finissez par avoir la société, hein. Mais pour faire simple, une société à Hong Kong, ça coûte absolument pas ce prix-là, ça coûte absolument pas aussi cher. Et très souvent, en fait, ce qu'on vous vend, c'est une société en prête-nom pur et dur, c'est-à-dire que la société n'est pas à votre nom. Donc globalement, c'est pas vraiment pour faire des choses legit, slash, c'est pas vraiment pour faire des choses carrées, quoi. Très souvent, les gens qui ont des boîtes à Hong Kong, de toute façon, renseignez-vous très très bien quand vous voulez faire, en termes de fiscalité. Enfin, en fait, juste allez voir des fiscalistes quand vous avez vraiment des questions sur la fiscalité internationale, etc. Parce que vous êtes très très vite dans l'évasion fiscale, slash dans de la fraude fiscale. Ah ouais, ah ouais, moi je voyais pas le truc comme ça, je croyais vraiment que c'était juste ah, Ah ah non, ouais, ah non, non. ok, donc faut vraiment se méfier quoi. Ah C'est pas bah, juste je fais mon setup hongkongais pour être tranquille au niveau des PSP et pas me faire sauter. C'est vraiment d'accord, donc tu recommandes pas de faire ce genre de pratique quoi. tu peux pas recommander un truc comme ça au final parce que bah c'est vraiment genre des sortes de fiscalité, etc. Au final, littéralement, ce que vous faites, c'est que bah vous savez une mule, quoi. Genre la société n'est pas à votre nom et vous opérez comme si c'était la vôtre. Ah Donc ouais, c'est je vois, je purement vois. interdit, quoi. Ah ouais, d'accord, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de boutiques et de gars qui tournaient comme ça, et en fait c'est chaud quoi. Ok, Bah d'accord. ouais, clairement. Ok. Euh, du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les PSP et sur voilà un peu les good practice à avoir pour euh, pour être bien vu de ces PSP, quel setup faire au niveau de ton Stripe quand tu ouvres des nouvelles boutiques, quand tu fais du testing? Est-ce que tu peux faire du testing avec un PayPal? C'est quoi un peu toi ce que tu recommandes? Globalement, en vrai, faites juste pas les cons sur vos PSP. C'est-à-dire que quand vous faites un sous-compte sur Stripe, parce que de toute façon, quand vous avez un compte Stripe, ça fonctionne par sous-compte, je pense que ça, tout le monde le sait. En gros, ne faites pas tourner tout et n'importe quoi sur un seul sous-compte, dans le sens où un sous-compte est censé être dédié à une boutique. Quand vous créez votre sous-compte, on vous demande un billing descriptor, on va vous demander un nom de domaine, etc. Si vous commencez à faire tourner n'importe quelle boutique sur n'importe quel sous-compte, Stripe, ils vont pas trop aimer. Vous allez pas avoir de problème au début parce que justement, c'est un PSP qui commence à surveiller un peu plus tard ce que vous faites. Par contre, dès que vous allez commencer à faire rentrer un peu plus d'argent, que vous allez commencer à scale un tout petit peu, vous allez commencer à avoir les vérifications et ça va sauter instantanément. Il y a ça et il y a aussi du coup le fait de ne pas scaler trop vite, dans le sens où si jamais vous commencez à monter un Stripe français, par exemple, à des 5 KD et 10 KD en 3 jours, alors que à la base le Stripe est froid, il y a tout ça. Allô? Ah, merde, il a quitté le space. Merde. Ah, c'est bon, il revient. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, super. À avoir des comptes qui font des 0 10 day en une semaine, Stripe, ils vont vous dégager très vite. Parce qu'en fait, ils aiment la régularité. Genre, c'est pour ça qu'aussi, il y a certains business models, comme typiquement le SaaS, genre ce qu'on est en train de monter avec Adericom, bah, c'est des business models qui sont très très appréciés par les PSP parce que c'est des business models qui sont très très anticipables pour les PSP. Parce que ça, il y a quand même très, très peu de chances, typiquement, qu'un SaaS passe de 500 euros de MRR à 10K de MRR le mois suivant. Ça peut arriver, hein, mais souvent c'est rare et surtout Un il y a beaucoup de placement en recurring flux. dessus. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, tout est anticipable. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de vraiment de parler un peu parce que j'ai vu ça aussi régulièrement avant le scaling, ouais, appelez PayPal, dites-leur que vous allez scaler. Tu peux Est-ce que faire ça ça. sert à quelque chose ou pas? Je sais pas si ça sert à quelque chose, en tout cas je l'ai déjà fait, et en vrai, je pense que ça peut quand même servir. Maintenant, en vrai, à la plupart du temps, à mon avis, tu vas juste tomber sur le premier mec du support de PayPal et il va rien se passer du tout, hein. Genre le mec il va noter ça sur un post-it, s'il le note et puis c'est basta, quoi. Je pense qu'il y Ouais. a sûrement un peu de placebo là-dedans quand même. Mais en Ok, vrai, le mieux d'accord. c'est, à mes yeux en tout cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord, c'est vraiment juste genre de scaler doucement, quoi. Honnêtement, Et c'est quoi scale doucement alors? Est-ce qu'il y a des temps? C'est quoi? Comment on chauffe le truc? t'évites de lancer des produits qui coûtent 10K du jour au lendemain. Tu commences doucement, tu montes gentiment. On va juste, en fait, y a pas de chiffres à proprement parler. Mais juste, oui, il faut éviter de commencer à monter très très vite, très très fort, très très haut, quoi. Parce que Ouais, sinon, mais au bah, bout de, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Genre, au bout d'une semaine, t'as tourné à un cadet, ok, partir de quel moment tu peux envoyer un peu plus? Qu'est-ce qu'il faut pas dépasser? Je sais pas. y a pas vraiment de limite à proprement parler, honnêtement. C'est.
comment dire, c'est un peu je peux pas dire au petit bonheur la chance, mais globalement, faut juste y aller doucement, quoi. J'ai pas de chiffres à proprement parler en tête, tu vois. Ok, d'accord. Bon, bah, si quelqu'un tout à l'heure aura un chiffre, voilà, parce que ça peut être intéressant. Tu te dis, bon, ben, au bout d'une semaine, ça y est, j'ai tourné. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ah, faut tourner un mois tranquille, et puis le mois d'après, c'est bon. Ok, bon, ça, on verra du coup pour si quelqu'un a la value pour ça. Euh, voilà, et donc par rapport à ces setups-là hongkongais dont on a parlé tout à l'heure, il y a des pratiques quand même pour avoir des setups un peu incassables. Ah, en soi, les PSP en France, quand tu as une SAS, etc., sont assez solides. Moi, pour le coup, je vous encouragerais toujours à faire des trucs clean, parce que en fait, juste si vous faites des trucs clean et long terme, bah globalement, vous allez beaucoup plus en sortir que des gens qui font de la merde en court terme, etc. Je pense typiquement à deux personnes là de Twitter FR qui me viennent en tête, qui font des trucs clean et long terme depuis un petit moment, et pour qui ça se passe très bien. Il y a Morty de Miami, je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent, que j'ai connu au début un peu de son aventure e-com et tout, et il fait des trucs très long terme et tout, et ça se passe très bien pour lui. Il y a Zezinho aussi, pareil, qui est très long terme, je crois qu'il a fait un e-com talk, et ça se passe très bien pour eux, quoi. Ouais. Mais Ok. vraiment, faites du long terme surtout. C'est rigolo de faire du cash rapidement, etc., mais faites du long terme. Ouais, donc vraiment pas de pump and dump sur C'est TikTok. ça. Je trouve un produit, je le scale 10K day pendant 3 semaines. Je prends mon blé et je me bats. C'est Ouais, ça. ouais, Il y a un ouais. truc que j'ai beaucoup aimé dans le podcast que Fouad a fait avec BX, enfin du coup que BX a fait avec Fouad plutôt, qui est la différence entre la personne qui fait de l'argent sur Internet et l'entrepreneur. Et en vrai, j'ai trouvé la comparaison super intéressante. Ah oui, Euh, comment ils les appellent? Putain, ouais, je sais plus. Ouais, c'est oui, Internet qui oui. dit, je crois. Je sais plus. C'est un truc comme Ouais, ça. ouais, en gros, les types qui font du temps en ligne, quoi. Ouais, C'est c'est ça, les gars ouais. qui. Ouais. Ok. Genre Ouais, vraiment, non, c'est ça, c'est ça. quitter le monde de l'internet qui dit qu'il fait de l'argent, soyez des entrepreneurs, faites des vrais trucs long terme, etc. Et je vous jure que même sur le plan financier, vous serez infiniment mieux. Ouais, totalement, ouais, totalement. De toute façon, on parle souvent des intérêts composés. Bon, je sais pas si les gens comprennent réellement ce que c'est, mais c'est tout simplement que comme le dit d'ailleurs Fouad dans le podcast dont tu parles, c'est que pour lui, s'il a dû fermer une boutique Shopify, c'est un échec. Ouais, Et parce que tout le temps que tu as dépensé dans cette boutique-là, si tu dois fermer cette boutique, c'est du temps qui ne vaut plus rien, que tu as bien sûr, mis dans le vent et qui ne te rapporte pas. Alors bien qu'en sûr. fait, l'objectif, c'est que si tu mets 1 heure, cette heure-là, elle te rapporte de l'argent pendant 10 ans. Parce qu'en Bien fait, sûr. tu l'as mise dans un truc long terme et qu'à chaque heure que tu vas remettre, cette même heure va te rémunérer sur plusieurs années. Et en vrai, mais juste c'est encore plus vrai pour de l'e-com, parce que tout à l'heure tu parlais du recurring. Ouais. En fait, il y a une notion qui différencie beaucoup, je trouve, l'e-com français et l'e-com US. C'est qu'aux US, en fait, ils ont vraiment cette notion de LTV. Et il y a vraiment des shops qui tournent avec des taux de récurrence client qui sont énormes. Et il y a un truc qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France, c'est qu'un client qui a déjà été acquis sera toujours plus facile à reconvertir qu'un client un nouveau client, quoi. Mm. Et si tu as une grosse base de clients, que tu vends un gros recurring, que les gens sont satisfaits de ton produit, en fait, ton produit parle pour lui-même et ta satisfaction client fait que globalement, sur le long terme, tu vas faire énormément de cash, quoi. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ça fait partie vraiment des choses, des good practice entre guillemets à avoir quand on lance un shop. Pour moi, c'est vraiment trouver quelque chose que les clients vont pouvoir racheter. Vraiment un truc dont il aura besoin plusieurs fois, même s'il va pas racheter tous les mois, mais s'il rachète 2 fois par an, c'est déjà super. Ouais, Parce c'est ça. que plus tu vas scaler, si tout à coup tu te mets à avoir une base de données de 10 000 clients, tu te dis bon bah sur ces 10 000 clients, ils passent 2 commandes par an, ça va vite. Donc Ouais, vraiment, les exact. gars, faut focus là-dessus, quoi. Faut focus sur des prods qui vont pouvoir être achetés plusieurs fois parce que c'est réel. Moi, je vois là maintenant de plus en plus que j'ai du recurring qui commence à se mettre en place. C'est gratuit, ça fait trop plaisir. Et tu te dis aussi que le travail que tu mets, il est apprécié et ça donne encore plus de légitimité à s'investir dans son business et de vouloir faire les choses de façon la plus propre possible et qui voilà, qui procure le plus de satisfaction, tout simplement. Ouais, totalement. Et même d'un point de vue des PSP, parce que bah, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Parce que bah, le Ouais. PSP, derrière, il est en meilleure santé, quoi. Parce qu'il y a un revenu régulier qui tombe, etc. Même si forcément, il y a toujours des périodes de l'année qui sont beaucoup plus hautes, etc., que d'autres, genre le Q4, etc. Bah, ils sont pas cons, en fait. Genre, globalement, ils savent très bien qu'il y a des périodes où tu risques de faire rentrer beaucoup plus, mais si ton compte a 1 an, 2 ans, et qu'à chaque fois, t'as des rentrées d'argent, etc., et qu'il y a rien de bizarre, il y a pas des gros pump and dump, etc., comme c'était tout à l'heure, bah, c'est hyper intéressant, quoi. Et typiquement, en vrai de vrai, c'est ça. Je pense que ça, c'est vraiment la grosse différence entre les US et la France sur l'e-com. C'est vraiment cette logique-là, quoi. C'est-à-dire qu'aux US, en fait, le ROS, tant qu'ils sont pas break-even, ils s'en battent les couilles, quoi. Ok, ouais. Mais attends, c'est-à-dire.
Bah, c'est sûr que approfondir là-dessus. en France, en fait, on a peur de scaler et un mec qui va être dans ROS 20, il va commencer à prendre des gros screenshots sur son dashboard Facebook et il va les poster sur Twitter, quoi. En Mhm. disant, regardez mon ROS. Aux US, un mec qui va être en ROS 3, qu'un ROS break-even à 2.8, il va scaler, quoi. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut en parler un peu de ce scaling? Je sais pas si tu peux. Pour toi, c'est quoi scaler? Est-ce que c'est juste augmenter un jour le budget et le lendemain reset, ou est-ce que c'est vraiment augmenter le budget de façon long terme? C'est quoi pour toi scaler De en façon e-com? long terme. C'est clairement de façon long terme. Donc C'est c'est passer toujours, des paliers dans ton spend, quoi. ouais, bien sûr. Donc imaginons pendant là j'étais à 500 de spend day, je vois que j'ai un bon ROAS par rapport à mon ROAS break-even. Tout à coup, je décide de doubler et puis bon bah maintenant à partir de la semaine prochaine, tous les jours, je vais spend 1000. Bah, en fait, si tu commences à scale comme un enculé, en fait, derrière, tu vas avoir un volume qui est beaucoup plus conséquent. Par conséquent, tu pourras négocier tes produits un peu plus fort. Par conséquent, aussi, ce qui va se passer, c'est que ton ROS break-even, il va forcément réduire un petit peu parce que ton cost of goods sera inférieur. Ouais. Et aussi, ton pixel va prendre de la data. Par conséquent, ton pixel aura moins besoin de travailler pour te trouver des clients parce qu'il les connaîtra. Et en fait, sur le long terme, c'est comme ça que tu écrases ta concurrence parce que bah, globalement, t'es inrattrapable. Ton pixel a tellement de data et t'as tellement négocié tes prix que personne ne peut te rattraper là-dessus, quoi. Et pour toi, c'est à partir de quand? Parce que souvent j'entends parler de ce truc de négocier, de renégocier avec son agent ou quoi, Mm. ses tarifs à partir d'un certain volume. Toi, tu renégocies à partir de quand? Ça dépend vraiment en soi. Ça dépend tellement des produits, etc. Genre, il y a des produits où globalement tu peux pas descendre, etc. Je sais que c'était le problème que j'avais avec le dernier shop que j'ai voulu monter. C'est que mon fournisseur, avec qui je m'entendais très bien, m'avait clairement dit cash, frérot, là le problème c'est que si on continue de descendre, je vais juste devoir genre, baisser la qualité, quoi. Hmm, ok. Donc, mais t'as pas un truc à voilà à préconiser quand même. Ouais, vous pouvez essayer de négocier à partir de temps. En vrai, pas vraiment, ça dépend vraiment tellement de choses. Ça dépend vraiment de trop de choses en fait, de tes produits. Genre, c'est hyper variable, quoi. Ouais, Il y a faut même faire pas du un volume, quoi. palier, je sais pas. Au bout de 20 commandes par jour, tu peux déjà lui demander. Je pourrais vraiment pas te dire pour le coup. Là, honnêtement, Ok. ça dépend vraiment beaucoup, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Moi, j'aimerais aussi maintenant parler vite fait des PSP un peu indépendants, Yes. ou comment en fait, imaginons tu t'es fait ban, Stripe, PayPal, est-ce qu'il y a des solutions? Et si oui, comment ça se passe? Et après, Totalement. peut-être que Nelim il pourra te compléter. Ouais. En gros, t'as quand même pas mal de PSP qui existent. Typiquement, du coup, tout à l'heure, je parlais des PSP on-board et des PSP off-board. Stripe, c'est un peu un cas unique dans son genre parce que c'est un peu le seul PSP qui te laisse partir de zéro. Et en vrai, le fondateur de Stripe, on est assez fier, ça, de mémoire, du fait que globalement, tu peux vraiment partir de zéro de chez Stripe. Typiquement, des Air Walex, si tu ne fais pas un minimum de chiffres tous les mois, on t'ouvre pas la porte. Et surtout un minimum de chiffres, mais sur du long terme. Moi, c'est le problème que j'avais eu, c'est quand j'ai pris tous mes bans d'affilée, j'avais pas assez d'historique de boutique pour me faire accepter dans d'autres PSP. Et le truc un Hmm, peu pervers avec ça aussi, c'est que si jamais tu commences à te faire refuser d'un PSP, ben en fait, ils discutent entre eux. Donc globalement, tu ah vas ouais, vraiment finir par manger des refus en boucle. ok. Ok, et comment tu fais pour leur prouver? C'est quoi qu'il faut garder, par exemple, pour leur montrer que tu as fait du volume ou que tu fais du volume? De la régularité et beaucoup d'historique en soi. Genre, Ouais, je sais mais que moi, tu leur envoies quoi? Un dashboard Shopify? non, 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 tu lui envoies les historiques de tes paiements Stripe, etc. typiquement. D'accord, Tu vois. ok. Tu peux faire sortir tous tes paiements, etc. Stripe et tu peux leur envoyer, etc. pour leur montrer que bah, genre voilà, regardez, il y a du volume qui rentre quoi. Et, Après, et, faut aussi leur et- expliquer pourquoi tu t'es fait ban, hein, parce que typiquement, si tu t'es fait ban pour des dingueries parce que t'avais 15% de litige, ils vont peut-être commencer à se poser des questions quoi. C'est en soi c'est évident, mais je préfère le ok. dire. Et concernant du coup les PayPal, pardon, concernant les PSP plus indépendants, parce que moi demain, imaginons, je me dis putain, mais en fait les PSP c'est un business, Mm, et je veux en lancer un comme un SaaS. Euh, mm. déjà, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Alors, Comment tu les contactes? Est-ce que voilà, comment t'as ça marche? t'as deux solutions en réalité. T'as la première solution qui est de faire comme Shopify Payment. C'est-à-dire que Shopify Payment, en fait, c'est, entre très grandes guillemets, un dropshipping de Stripe. En fait, Stripe Putain, a les une... enculés, ils me font des drop services. c'est exactement ça, hein. En fait, Stripe a une solution qui s'appelle Stripe Express, qui permet, en fait, à, entre grandes guillemets, n'importe qui, de demain créer son PSP. En fait, il Mais faut se non. dire que si, c'est comme ça que marche aussi Blue Payment. Et du coup, tu as beaucoup de petits PSP, entre guillemets, petits PSP indépendants, qui fonctionnent comme ça aussi, qui sont du coup en fait des Stripe plug à un autre service. Et c'est aussi ce qui fait en fait que souvent c'est des petits PSP, mais qui ont accès à beaucoup de PSP genre divers, genre Klarna, etc. Hmm.
Maintenant, il y a l'autre solution pour quelqu'un qui va vraiment être indépendant, et c'est sûrement la solution la plus clean et la plus carrée pour ne pas prendre de blocage, c'est en fait de se renseigner auprès de sa banque. Souvent, c'est des banques traditionnelles, même si typiquement Revolut le fait aussi. C'est en fait simplement d'appeler son banquier et lui demander du coup est-ce que la banque a un PSP. Parce que, comme on le disait à l'heure, à la base, un transfert de paiement entre un acheteur et une boutique, finalement, c'est juste un transfert entre deux banques. Et typiquement, c'est possible d'avoir des mythes bancaires, donc ça s'appelle comme ça, qui en fait, ça peut très bien être ton banquier. Donc en fait, ton banquier peut te permettre de traiter tes paiements directement. Par contre, il y a un négatif à ça, c'est que forcément, tu n'auras pas l'accès facile à iDeal, Klarna, je sais pas, tous ces P24, typiquement, tous ces PSP-là, qui sont du coup hors du circuit traditionnel carte bancaire. Mais par contre, c'est un super moyen d'avoir des PSP solides parce que typiquement, quand tu as des problèmes de litige, c'est avec ton banquier que tu les traites. C'est pas avec un support comme ça, quoi. Ok, mais du coup, le risque, c'est de se faire niquer de sa banque, quoi, carrément. Bah, c'est complexe quand même parce qu'au final, c'est comment dire, les taux de litige acceptés slash tolérés dans les banques sont quand même vachement plus élevés que sur Stripe. C'est pas 2%. D'accord, ok. Ok, je comprends. Ouais, bah c'est super intéressant. Je crois que j'avais entendu parler d'une banque là à Genève où je suis qui faisait ça. Mais je crois même que c'était la banque postale, hein, c'était ça. Ouais. Ils nous avaient dit, mais leurs frais étaient, je crois que le pourcentage était même non, moins que sur Shopify. Ok, ouais, mais dans tous les cas, c'est pas une solution qui est non plus hyper facile, quoi. Tu vas te C'est ok. diriger. Franchement, c'est ok. Ah ouais? Franchement, c'est la meilleure. Hein. C'est la meilleure Ouais, c'est la solution. meilleure. Ah, il y a Nelim qui s'est ramené là. Idiot. Allô? Ouais. Ouais, d'ailleurs, si je peux donner un petit conseil, il y a la banque française qui fait ça le plus facilement, c'est le Crédit Agricole, et ils ont une solution qui s'appelle Up to Pay. Voilà, donc il suffit d'avoir enfin une société française, quoi, une SASU, une SARL, peu importe, d'avoir un site internet prêt à encaisser, potentiellement du processing history, et de là, tu peux ouvrir des MID à la Société Agricole directement. Et puis, c'est quand même le truc le plus stable, étant donné qu'en plus, vu que c'est du banque à banque directement, bah, les frais sont moindres, quoi. Il y a pas les différents acteurs, genre Stripe et Gateway, etc., qui viennent prendre des fees là-dessus. Donc, tu peux toucher tes transactions à 0,20 centimes par transaction. Donc, c'est vraiment pas cher du tout, quoi. Voilà. Ok, ok, intéressant, intéressant. Et Ecomlord, du coup, là, tu Yes. nous as parlé de ton SaaS, Ouais. et donc ton SaaS, il sert à quoi? C'est quoi l'objectif? Alors, globalement, nous, ce qu'on fait, c'est de traiter les litiges en automatique. C'est-à-dire que souvent, traiter les litiges, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs litiges. Donc là, tu Nous, parles des chargebacks, c'est par ça. exemple. C'est ça. Ok, Nous, en gros, on a mis au point une solution qui, du coup, permet de traiter tout ce qui est litige, etc., en automatique, dans le sens où on a étudié la question pour savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir la meilleure façon de gagner ces litiges. Pour l'instant, on est en bêta privée, donc c'est pour ça que j'ai fait quelques tweets d'ailleurs à une époque, il y a quelques semaines, pour demander si les gens étaient chauds pour faire partie de la bêta. Maintenant, là, dans le Lecom Talk, il y a le lien vers la waiting list pour, du coup, le premier batch qui va être libéré quand le tool sera fini. Il y a d'ailleurs des gens là dans l'Ecom Talk qui sont dans nos bêta-testeurs, merci à eux. Et globalement, on est aussi en train de voir pour avoir des accords avec Mastercard et Visa. Donc il y en a un pour qui c'est quasiment sûr, l'autre entre guillemets aussi, mais un peu moins, pour en fait pouvoir traiter les litiges un peu plus à la source et en fait faire en sorte que les litiges entre grands guillemets n'apparaissent pas sur le dashboard de Stripe. ah ok, intéressant. Mais écoute, imaginons, tu reçois le chargebacks, tu Ouais. dois ensuite le traiter, donc, et ça va prendre 2 mois, 3 fois, enfin, tu sais, c'est hyper long. Mm. Est-ce que toi, ta solution, elle permet de rendre le truc plus court aussi? Alors, nous, en fait, en soi, si tu mets du temps à répondre à tes litiges, oui. En fait, tout se fait automatiquement. Donc, le chargeback arrive, 10 minutes plus tard, il est déjà traité. Il est déjà renvoyé, etc., à la banque, etc. Donc, derrière, c'est la banque, du coup, émettrice du litige qui va dire, en fait, qui doit prendre son temps ou pas, quoi. Mais globalement, sur la partie traitement des litiges, genre, nous, on fait gagner du temps, clairement. Parce que ça t'évite d'attendre de 3-4 jours, de rassembler les papiers, etc., pour prouver que si c'est bon, t'as envoyé ton colis, que non, la personne a bien payé son truc et que non, tu l'as pas arnaqué, quoi. Ouais. Et là-dessus, oui, on fait gagner du temps. Maintenant, on peut pas, on n'est pas responsable du temps que met la banque émettrice à répondre, quoi. Mais là, moi, ça m'ouvre plein de nouvelles questions. Déjà, c'est donc toi, tu garantis un certain taux de chargeback gagné ou pas? Enfin, comment? Alors, on a des estimations sur ce qu'on permet de gagner. Maintenant, garantir la win d'un chargeback, en soi, c'est pas réellement possible. Parce qu'au final, si t'envoies pas tes colis, par exemple, compliqué de te faire gagner des chargebacks, tu vois. Ok.
Non, non, bien sûr. Je sais pas comment dire. Par exemple, tu as ton client qui a reçu son colis ou qui te fait un chargeback pour rien parce qu'il a envie de. Ouais. Des fois, ça existe, hein. Tu as des clients qui font des chargebacks juste pour avoir le truc gratos. Genre, tout s'est bien passé, il s'est pas plaint, et puis d'un coup, il te fait un chargeback motif une connerie. Mm. Comment ça se passe pour le gagner? De quoi, en fait, la banque a besoin comme preuve? Qu'est-ce qu'elle regarde? Comment elle fait son choix? Tu vois, tout ça, c'est quoi les papiers qu'il faut rassembler? Si on peut aussi donner de la value pour les gens Alors, forcément qui vont pas tout de suite utiliser ton SaaS, mais Il va pas te le dire, il veut garder la sauce secrète, frère. Il faut que les gens passent par son sas, il va pas te le dire. déjà, non, sachez mais un truc, les gars, le SaaS est totalement gratuit dans le sens qu'en fait, on se rémunère sur les litiges qu'on gagne. Donc, si on perd un litige, on ne se rémunère pas. Ensuite, il faut bien se dire un truc, c'est qu'un litige qui est perdu, globalement, sur un Stripe, de mémoire, vous perdez 20 euros. Un litige qui est gagné, du coup, on va prendre moins de 20 euros. En fait, genre, vous gagnez de l'argent. Littéralement, à utiliser le SaaS, vous faites que gagner de l'argent. Ensuite, en vrai, je peux dire deux, trois détails. Après, évidemment, je vais pas tout révéler. quand tu gagnes un litige, tu gagnes 20 balles. Non, Bah, juste, en t'es gros, les remboursé. flux que t'es remboursé et les flux que te prennent les processeurs, ils te les facturent pas finalement. Ouais. En Oui, gros, voilà, c'est juste. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, du coup, on prend. Après, ça dépend aussi du montant total du litige. Genre, quelqu'un qui va avoir un litige à 10 000 balles, bah forcément, on va peut-être prendre plus que 20 balles, quoi. Mais Ouais. en gros, je sais pas, imaginons que t'as des litiges à 30 euros, on va pas prendre 20 euros, quoi. Ça n'a aucun sens. Ce qui fait, Ok. bah, du coup, vu qu'on te fait gagner un litige que t'aurais potentiellement perdu normalement, en fait, on va vraiment te faire gagner de l'argent, quoi. Genre, t'as aucun intérêt à ne pas utiliser le SaaS. Ensuite, en fait, t'as besoin de quelques documents, en gros, qui prouvent qui prouvent de ta bonne foi, etc. Si quelqu'un te dit non, t'as pas envoyé le colis, bah, faut que tu sois capable de prouver que si t'as envoyé le colis. Nous, en fait, on arrive à récupérer tous les documents qui sont nécessaires. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'au final, sinon, imaginons que là, quelqu'un, il y a un dev dans le coin, je vais pas lui révéler la sauce secrète. Mais en gros, on arrive à rassembler tous les documents et en fait, surtout, on sait quoi envoyer à Stripe. C'est globalement un bon mois de recherche sur comment ça marche, etc. Beaucoup de discussions avec des gens qui ont des volumes de litiges qui sont assez importants, etc. Et beaucoup de discussions aussi avec des gens qui ont fait beaucoup d'A/B testing sur les litiges, qui nous ont du coup permis de monter un peu la sauce magique qui permet de gagner ces litiges, quoi. Et il faut aussi savoir un truc, c'est que Stripe, il y a certaines parties dans les litiges que vous ne pouvez pas envoyer à la main. Et ça, c'est un truc qu'on a découvert quand on a pas mal recherché dans tout ce qui était documentation de Stripe, etc. Il y a des trucs qui sont un peu cachés, étonnamment, des types de documents que vous ne pouvez pas envoyer à la main. Et du coup, en fait, non, on peut les envoyer. Donc, en fait, vous avez un meilleur taux de gain de litige. Ok. Ok, c'est intéressant. Et les chargebacks, ça existe en France ou pas? Bien sûr, ça existe partout. Et comment ça se fait qu'en France, c'est pas quelque chose de répandu comparé dans les pays anglo-saxons? Parce que les Parce gens que savent pas faire, non, globalement. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que aux États-Unis, ils ont leur appli bancaire et depuis leur appli bancaire, ils peuvent cliquer pour faire le chargeback directement. Là Ouais. où en France, il faut monter un dossier pour faire un chargeback. C'est seulement au bout de 30 jours après réception du colis que le mec il peut faire un chargeback, ok? Et parfois, dans certains cas, quand la banque n'a pas envie de payer, ils peuvent envoyer le client porter plainte à la police en fait. Et sans dépôt de plainte, le client ne peut pas faire de dossier de chargeback auprès de sa banque. D'où le fait qu'en fait, en France, il y a quand même beaucoup moins de chargeback que dans des marchés que sur des marchés pardon comme les US ou les UK. Et comment ça se fait qu'il y a une différence c'est quoi? C'est au niveau des mœurs ou c'est la législation? C'est quoi? Non, frère, c'est juste que les pays ils ont évolué différemment, que les systèmes bancaires sont très différents et comme d'habitude, les US sont bien en avance par rapport à nous et nous c'est encore archaïque quoi. Nous c'est vraiment le conseiller bancaire encore en France qui doit monter le dossier de chargeback dans son logiciel, l'envoyer au Ah client, truc ouais, machin, etc. craignos. Tu vois. Voilà. Ah ouais. Là où aux US c'est vraiment automatique quoi. C'est genre tu cliques sur ton bouton d'application bancaire, tu fais le chargeback et classe quoi. Tu récupères ton argent aussitôt. Ah mais tu vois, voilà, c'est ça aussi moi que j'aimerais. Euh, le type, en fait, il a aucune preuve à donner. Donc lui, Oui. il fait son chargeback, aucune preuve à donner, et instantanément, il récupère sa thune, toi t'as des frais, et t'es déclaré coupable jusqu'à preuve du contraire. Alors que normalement, c'est l'inverse, tu vois. La banque dans 90% des cas, elle est complice de son client en fait si tu veux. Eux, ça leur coûte Hmm. rien de faire ça. Ils sont contents enfin, le client est content parce qu'il récupère son argent. Donc, ils parlent en bien de la banque, etc. Eux, ils ont aucun intérêt à faire galérer leurs clients, à leur demander des preuves, machin, etc. Enfin, en fait, ils sont aux US, hein, je parle. En France, c'est très différent, ça n'a rien à voir, etc. Mais aux US, ils ont rien à perdre, quoi. Même en France, dans certains cas, au-dessus de certains montants, etc., la banque, elle devient complice de son client et elle demande rien, quoi. Elle remplit le truc à la main. Et c'est pour ça même que parfois, vous avez moi, parfois, j'ai des raisons de chargeback, elles sont farfelues. Mais parce qu'en fait, mais parce que le mec qui est allé voir sa banque, il a dit de la merde, la banque elle a pas cherché à comprendre, bim, ils remplissent à la main un truc, machin, etc. Ils envoient vite pour se débarrasser du truc. Et parfois c'est injustifié et c'est un des énormes problèmes en réalité, hein. Ok, ouais.
Putain, ça c'est une sacrée histoire ces trucs de chargeback. Les gars, si vous avez des questions là, vous pouvez commencer à envoyer vos questions ou même si vous souhaitez monter pour poser voilà ou même lâcher de la value également sur les sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas. Ecom Talks, on est là. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouvez riposter, en fait, ça serait vraiment sympa parce que là, on est plus de 80, il y a eu 6 riposts. Je crois que je vais arrêter les Ecom Talks l'année prochaine parce qu'il y a vraiment peu d'engagement et puis maintenant, je commence à gagner suffisamment d'argent, j'ai plus trop j'ai plus trop d'intérêt. Non, je rigole. Non, sérieux, les mecs, si vous pouviez faire un peu de riposte là, c'est sympa là pour faire partager un peu toute cette value euh, qui est en plus assez, voilà, c'est assez, comment dire, mystérieux. C'est C'est assez mystique, c'est vraiment. niché, c'est assez niché En vrai, surtout. de toute façon. Ouais, carrément. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre, Nelim, par exemple, qui, toi, apparemment, t'as ton propre PSP, c'est ça? Bah, j'ai pas mon propre PSP parce que pour ouvrir un PSP, il faut avoir des licences bancaires qui coûtent énormément d'argent. Mais Ok, je te parle en millions, hein, millions d'euros. ok. C'est très vrai ce que disait Laure tout à l'heure. En fait, il y a des PFAC, ça s'appelle. Donc des PFAC, en fait, c'est des gens qui revendent des solutions de PSP existants. Typiquement, très bon exemple, Shopify Payment qui est en fait un PFAC de Stripe. Donc ça coûte, je crois, 100 000 euros, 150 000 euros d'avoir une licence comme ça. Et après, tu peux devenir en fait un acquéreur et donc travailler directement avec les banques. Et dans ce cas-là, c'est par de licences qui vont de 700 000 à 1 500 000 euros, quoi. Donc c'est impossible d'avoir son propre PSP à moins d'être vraiment hyper loin. Et en vrai, honnêtement, c'est des gros problèmes, c'est des gros problèmes pour pas grand-chose. Maintenant, oui, je passe par des banques directement, quoi. Donc, mais pas en Ah tant que ouais. pas en tant que PSP, quoi, en tant que marchand classique. Donc Donc c'est la ça, solution dont tu nous parlais avant, par exemple, avec le Crédit Agricole, quoi. Ouais, c'est ça. voilà, exactement. Sauf que moi, je suis pas du tout avec le Crédit Agricole, évidemment. Mais oui, exactement. C'est ouvrir des NID, en fait, ça s'appelle directement avec les banques. Et donc toi, tu préfères ça pour des questions de quoi, de frais? Non, enfin oui et non, parce que ça dépend en fait. Moi sur les pays sur lesquels je passe, les frais sont assez similaires en fait à ce qu'il peut y avoir sur Stripe, mais c'est pour la fiabilité en fait. Moi je suis en contact direct avec les banques, donc en fait il n'y a pas trop de surprises. Quand je peux pas me réveiller un matin avec un compte fermé ou de l'oseille qui est bloqué ou quoi, c'est pas possible, tu vois. Et ça c'est l'avantage, c'est en fait quand tu passes avec les banques, en fait c'est exactement ce qu'a dit Lord, c'était très vrai. Il y a du onboard et du outboard. Et le outboard en fait c'est bien parce que tu peux commencer from scratch et encaisser dès le début. Mais en fait le jour où ils aiment plus ta gueule, t'es mort, t'es banni, tu peux plus jamais rien ouvrir quoi. Je préfère Ouais. je préfère faire de la compliance au début, passer par du risque, etc. Du risque, je veux dire les personnes Ouais, ouais. dans la société qui font du risque management, Mhm. se faire approuver, au moins après t'es tranquille, t'as pas de surprise quoi. Ok. Là, il y a une question qui est arrivée et c'est intéressant parce que c'est une question que je me posais. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de néobanques, de banques en ligne, etc. Bah d'ailleurs, est-ce que ouais, vous avez des banques en ligne que vous conseillez qui sont mieux que d'autres? Est-ce que Revolut c'est bien? Je sais par exemple que, imaginons que t'as pas encore créé ta société ou je sais pas ou sur le compte de ta société, tu as une limite de débit et tu commences à scaler, ton truc il commence à prendre. Tu peux pas, enfin. Est-ce qu'il n'y a pas des néobanques où tes débits ils sont illimités? Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que Revolut c'est bien? Alors, moi, pour le coup, j'en ai testé beaucoup des néobanques, N26, Wise, Revolut, etc. Maintenant, je suis beaucoup plus sur Revolut, autant en perso qu'en bise. Et en vrai, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'actuellement que Revolut, sincèrement. En termes de néobanque pure et dure. Genre, par contre, en termes de banque traditionnelle, si c'est pour comment dire, du processing pur et dur, il n'y aura jamais mieux qu'une banque traditionnelle, parce qu'une banque traditionnelle va pas t'otage comme ça, genre du jour au lendemain. Revolut peut le faire, par contre. Ah ouais. Ouais, Genre bien si tu sûr. casses trop d'oseille d'un coup, ils disent ciao. Bah, si jamais t'arrives pas à prouver en fait ce que tu fais, etc., et que tu fais juste de la merde, bah, globalement ils peuvent te tâcher en fait. Parce qu'au final, c'est des banques. La grosse force de ces banques-là, c'est la simplicité d'accès à des comptes, etc. Sauf Ouais, que ce qui veut dire simplicité d'accès dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent potentiellement faire de la merde. ouais. Donc en fait, ils sont un peu plus exigeants, etc. Donc comment Et ça se passe là quand tu ouvres ton compte Revolut? Tu peux encaisser tes payouts dessus, tu peux payer tes agents, tu peux tout faire comme sur une banque traditionnelle? ouais, C'est une totalement. banque traditionnelle, hein. C'est une banque en fait traditionnelle. Ouais, C'est c'est juste pas que une banque physique quoi. en fait, c'est juste qu'ils utilisent ce qu'on appelle un white label. Ok, un white label, ça veut dire qu'ils ont juste une surcouche technique d'une banque déjà existante. Donc en fait, typiquement, derrière Revolut, c'est potentiellement plusieurs véritables banques, si tu veux, et eux, juste, ils fournissent un accès technique plus simple, une compliance en fait, tu vois. Donc c'est Ah juste ouais. voilà, donc c'est juste une. Alors Revolut pour le coup, c'est différent parce que maintenant, ils sont devenus tellement gros et tellement énormes que potentiellement, je pense qu'ils ont ouvert leur propre licence bancaire. Pour moi, oui, ils l'ont. Ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, particulièrement en France où maintenant ils ont des IBAN France, etc. Donc à vérifier. Mais au départ, en tout cas, c'était juste un white label, quoi, en fait, tout simplement. Donc ils revendaient les services d'une autre banque avec une vraie licence, voilà, etc. Parce qu'en fait, ouvrir une banque, c'est pas si simple que ça, en fait, bizarrement. Heureusement, j'ai envie de dire, mais ouvrir une banque, c'est très compliqué et faut être backé, en fait. Faut être backé, faut avoir tant de millions de côté pour assurer des dépôts de tes clients, etc. Donc c'est une vraie galère. Ok.
Et donc vous recommandez Revolut par exemple si tu veux faire te lancer dans ton business, faire tous tes trucs, franchement c'est une bonne solution alors. En vrai, c'est très pratique. Moi, je dirais, tout dépend de si t'es un insider ou pas, déjà, Ouais. et tout dépend de si t'as beaucoup de volume ou pas, parce que c'est comme tout, un Revolut Business, quand tu encaisses 50 000 euros par mois, bon, c'est très bien, ça sautera pas. Le jour où tu passes de 50 000, c'est comme tout, hein, le jour où tu passes de 50 000 à 300 000 euros par mois d'encaisser, bon, bah là, tu sais jamais trop ce qui peut tu peux jamais trop savoir ce qui va t'arriver, s'ils vont pas te bloquer, te demander 46 000 documents, etc. Donc, moi, ce que je recommande personnellement, le meilleur setup à avoir, c'est quand même d'avoir une banque physique où tu reçois tout ton argent, ok, et ensuite tu te vires de façon ponctuelle toutes les semaines le cash flow nécessaire au bon fonctionnement de ta boîte sur ton compte digital. Parce que ce qui est indiscutable, pardon, c'est que les banques digitales sont 1000 fois mieux que les banques physiques pour le e-com, notamment parce qu'on peut faire des virements instantanés, notamment parce qu'on peut générer autant de cartes digitales qu'on veut, notamment parce que les spendings par jour sont beaucoup plus élevés. Pour toutes ces raisons-là, c'est beaucoup mieux de passer par des banques digitales quand il s'agit voilà, du cash flow de ta boîte, mais pour sécure la majeure partie de ton bag, banque physique, dans tous les cas. Hmm, Il y a ok. ça, et en vrai aussi à mes yeux c'est aussi quand même beaucoup plus pratique sur plein de choses, genre ton banquier enfin t'as pas ta banque qui va venir bloquer un paiement pour X ou Y raison, qui va te baiser ton compte parce que du coup il y a un débit qui a pas pu être fait quoi. Genre globalement vu que t'as vraiment la main mise sur ton compte sans avoir besoin d'appeler ton banquier, c'est hyper pratique. Par contre en vrai ouais, genre le fait d'avoir un insider chez Revolut, il y a beaucoup d'insiders chez Revolut. Moi j'en ai un, mais en soi j'en ai un je crois genre 1500 chez Revolut au total pour avoir beaucoup parlé avec lui. Et vraiment, avoir un insider chez eux, c'est un psychote pas possible. Parce que vraiment, il peut vraiment faire beaucoup d'évitement des problèmes, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il peut faire par exemple? Si t'as des blocages, etc., il peut t'arranger. En fait, juste, si t'as un blocage, typiquement, il peut te prévenir à l'avance pour te dire, frérot, ça peut puer là. Et Ok. typiquement, aussi, il peut aussi te permettre de rouvrir un compte derrière si t'as eu un blocage. Et ça, Ça c'est dépend. un vrai cheat code. Ça dépend du niveau de ton insider. Moi, j'ai vu des Ouais, insiders qui étaient capables d'ouvrir des comptes en banque, Revolut Business, avec une personne qui n'existait pas. C'est-à-dire que tu mettais n'importe ok. quoi sur le, tu mettais n'importe quoi sur le truc, tu mets ta merde sur la vérification ID et ça passait quand même. Ah Je pense ouais. il s'est fait attraper depuis longtemps. Je n'ai jamais passé par ça parce que moi, c'est jamais c'est jamais clean en fait ce genre de solution. Maintenant, avoir une insider exactement dans le cas des blocages, etc. C'est vraiment hyper pratique. Quoi. Tu dors serein, tu sais que t'es prévenu à l'avance et même il peut en fait débloquer tes fonds de temps en temps, etc. Après, ça dépend en fait de la gravité du blocage et du code en fait, du code du Ah, blocage. ouais, par rapport aux différents insiders et tout, en fait, moi de ce que j'ai compris, il y a genre 4 niveaux chez Revolut Insider. T'as vraiment genre le niveau 1 où ils sont 1500 et dès le niveau 2, tu passes à des mecs, genre ils sont 15 quoi. Genre les 1500 se battent pour essayer de récupérer une place, parce que les places au-dessus, les mecs sont bien contents de les avoir. Donc à moins qu'il y ait un mec qui fasse de la merde comme ça, globalement, bah, ils les auront sûrement jamais quoi. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui demande, ouais, c'est ABR qui demande pour les processeurs de paiement, du coup, vous, pour le long terme, est-ce que c'est plus rentable de build de la trust avec Shopify Payment ou Stripe? J'ai Pour envie de du long dire, terme, en j'ai vrai, envie de dire en vrai, ouais, mais je ne sais pas. pour du long terme, en vrai de vrai, pour encaisser de la CB, etc., globalement, autant dans tous les cas, il y aura jamais mieux qu'un bit banker. Ouais, Mais en moi je fait, dirais tout l'inverse, ouais. Je dirais vraiment pour faire tes testings, tu passes par Shopee et Stripe, ouais, et dès que tu as ton truc qui tourne bien, ta brand, t'as envie de la scale, tout ça, là tu te renseignes avec des banques directement et tu fais les choses bien, je 100%. suis d'accord. Ok, et comment ça se passe au niveau? Imaginons la banque, elle me dit ouais, comment ça marche? Et tu vois, tu lui dis ouais, je fais du dropshipping depuis, Non, depuis la Chine. ils sont habitués de plus en plus. Ah Ouais. ouais, donc Avant, ça aurait été galère. Il y a quand même encore beaucoup de pays qui considèrent le dropshipping comme une verticale high risk. Il me semble que high risk, en gros, c'est toutes les verticales qui sont compliquées à faire passer lors de la compliance, en fait. ok. Notamment, par exemple, pour donner un exemple, le Nutra, quoi. Genre le Nutra, les pilules pour faire grossir les cheveux ou grossir le zizi. Ça typiquement, c'est très compliqué à passer, ça passe vraiment pas. Le porn, ce genre de truc, c'est considéré comme du high risk. Pendant très longtemps, le dropshipping a été considéré comme du high risk. C'est de moins en moins le cas. Et il y a de plus en plus de banques qui sont hyper éduquées, en fait, à ce sujet-là. Typiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Crédit Agricole avec la solution Up to Pay, ça bombarde sans aucun problème sur du dropshipping, quoi. En Ok. fait, le seul gros défaut que vous pouvez avoir avec Shopify et les limites bancaires ou les PSP externes, c'est que globalement, en fait, la plupart du temps, ils sont pas intégrés dans Shopify et ça vous demande de passer par des solutions hors Shopify, genre des checkouts externes, etc. Et là où ça peut devenir un peu plus dangereux, par contre, c'est que ils ont fait des mises à jour dans leur TOS qui plus ou moins te dit si tu essaies de contourner nos systèmes de paiement, on t'encule. Et là, par contre, ça peut vite être un problème. De qui? Shopify? Shopify, ouais.
Ah, donc en fait, eux, ils aiment pas trop que tu fasses ça, quoi. Ah non, bah clairement, en fait, genre, tu contournes totalement leur fils, donc si eux, derrière, ils mangent plus les 1,8, 1,5 ou 1,3 de mémoire, Ah, bah, globalement, en fait, ils sont pas gagnants du tout, quoi. Parce que c'est pas l'abonnement à 30 euros qui les fait vivre, quoi. ok. Et donc vous restez quand même sur Shopee. Toi, Nelim, tu fais quoi? Tu fais quoi au niveau de tes sites? Moi, j'ai un checkout externe, donc j'ai pas forcément besoin enfin, je me soucie pas trop de ça. De toute façon, là maintenant, j'ai développé mon propre CRM en fait pour faire mes propres pages produits. Donc j'ai plus trop besoin dans tous les cas de ces solutions-là. Ce qui est bien, ça peut être bon, après, même si ça pue un peu sa merde pour du scaling, il y a WooCommerce qui a pas de fees. Maintenant, il me semble que de plus en plus, il y a des bridges en fait à faire. C'est-à-dire que typiquement, tu peux demander à ta banque de t'éditer un compte NMI, ok, et ce NMI-là, tu viens de connecter dans Shopify. Alors juste, tu rajoutes une couche technique pour faire la redirection du paiement, mais c'est faisable quoi. Genre en mode tu t'es pas obligé de passer par une solution pirate de trucs externes ou quoi. Maintenant il me semble qu'il y a des bridges de plus en plus. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, c'est très intéressant. Euh, Là, je vous avoue, j'arrive à court de questions. Moi, toutes ces choses-là, ça m'est un peu, voilà, c'est un peu plus loin que moi. Moi, j'ai des solutions très simples. Les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, bah, Lord, Nelim, je sais pas si vous avez encore d'autres choses à dire par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez conseiller aux gens par rapport à leur, parce que pourquoi les gens se mangent, section 7, ça n'a rien à voir avec les PSP? Ouais, pour le coup, moi, je suis plus du tout sur Shopify, donc je peux pas te dire. Ah ouais, toi Section. ah ouais, d'accord. Je suis en T'es plus WooCommerce, juste moi. sur Shopee, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. De ce que j'ai vu, en vrai, les sections 7, c'est souvent des histoires de thèmes et tout. Arrêtez d'être des rats. Genre, si vous faites des 1KD et même plus, achetez vos thèmes, je sais pas. Déjà, ça vous évitera peut-être des problèmes. Ok. Puis en vrai, je pense, dans tous les cas, la section 7, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est vraiment un peu genre le fourre-tout de Shopify, quoi. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'il dit, Chauveau? Il dit, il n'y a pas moyen sur Revolut de partager l'accès au compte business. J'ai un associé et même si je lui file les logs du compte, il a jamais pu se co depuis son tel pour gérer le compte, les transats, etc. Est-ce qu'il y a une astuce quand t'es deux à gérer la compta sur Revolut? Bah oui, t'as une section team dans Revolut Business. Tu peux créer plusieurs utilisateurs évidemment. Il sait pas lire, Voilà. peut-être qu'il a pas lu le menu, je sais pas. Il a pas lu le menu principal. Non, tu peux Donc normalement. il faut qu'il fasse quoi? Il ajoute la personne et puis après l'autre personne depuis son application, elle peut se connecter, c'est ça? Ouais, elle va recevoir une invitation par mail et elle se connecte comme si de rien n'était, normal. Ok, très carré. Ok, bah les gars, moi, je vous avoue, là, pour moi, pour moi, on a fait le tour, hein. Je sais pas, après, si vous avez sinon d'autres choses à conseiller, ouais, si les gens se retrouvent avec des chargebacks, les aider à résoudre eux-mêmes leur chargeback de leur côté avant de, ensuite, quand ils vont devoir scaler, ils pourront prendre limitless ton SaaS, tu vois, mais je sais pas si vous avez d'autres choses à expliquer. Je me souviens, Nelim, t'avais fait une vidéo de 30 minutes. Moi, j'ai pas pu la voir. Je l'avais enregistrée à regarder plus tard. Et puis, bah, je crois qu'elle a dû sauter vu que t'as changé de compte. Je sais pas si t'avais des choses vis-à-vis de ça, par exemple, à partager. Ouais, juste si je peux vous aider un tout petit peu, les rules pour pas sauter sur Stripe, c'était assez simple. Déjà, il faut faire un premier paiement. Quand tu reçois ton compte Stripe, il est fresh. Ce que tu fais, c'est que tu t'envoies toi-même un lien de paiement. Tu payes depuis une CB qui n'est pas ton nom, et depuis une IP qui n'est pas la même que celui avec laquelle tu as ouvert le compte Shopify. Tu fais un seul paiement de 10 euros. Tu attends une semaine de recevoir ton payout. Et une fois que tu as reçu ton payout, déjà ton compte il est beaucoup plus solide. Ensuite, pendant la première semaine pardon, de processing, tu ne fais pas passer de Amex et tu ne fais pas passer de Discover. Tu fais passer que de la Visa et de la Mastercard. Les premières transactions doivent être ultra faibles. Genre typiquement, maximum 20 euros par transaction, c'est le mieux. Et il ne faut pas dépasser 100 à 200 euros par jour pendant la première semaine. Deuxième semaine, c'est double. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à 2000-2005 par jour maximum pour avoir un contrat qui tienne à vie. En gros, c'est la stratégie du warm-up. J'en avais déjà parlé dans un Ecom Talks. Mais le but, c'est de faire confiance, c'est en fait de faire en sorte que Stripe ait confiance toi en scalant, mais genre vraiment hyper lentement, en faisant des petites transactions, en augmentant petit à petit le niveau des transactions et en augmentant petit à petit le volume global des transactions. Et au bout de un mois, normalement, c'est possible de tourner à 2000-2500 euros par jour. Voilà. Et le but, du coup, c'est d'avoir plusieurs comptes Stripe pour dispatcher au maximum les risques, en fait. Comme ça, même si on a un qui saute, vous avez encore 3-4 comptes Stripe available pour tourner. Ok, donc là, t'as un peu répondu aussi à la question de tout à l'heure sur à partir de quel moment on peut scaler, non? Alors ça, c'est vraiment... Alors pour le coup, ça, c'est un document que j'ai reçu d'un insider de Stripe, mais c'est vraiment les guidelines pour être sûr à 100% de ne pas sauter pendant le premier mois, ok? Ah oui, évidemment, pas de chargeback pendant le premier mois, hein. C'est hyper important. Si vous avez un seul chargeback pendant le premier mois, normalement, vous sautez. Après, c'est pas une science exacte. C'est vraiment, pour le coup, au petit bonheur la chance, quand même.
Ça c'est le truc vraiment si tu veux être sûr à 100% et que t'es dans une optique en fait de te constituer un parc de Stripe, il n'y a pas tout le monde qui a les produits ni le volume pour pouvoir faire ça en fait. Il y a les mecs qui vendent des produits à 60 €, ils peuvent pas pendant 2 semaines tourner avec des produits à 10 € quoi. Ils sont niqués. Donc ça c'est vraiment quand tu as envie de te constituer un vrai parc de Stripe. Ça c'est c'est la guideline de l'insider. Après, vous pouvez essayer de tourner comme bon vous semble, mais gardez toujours en tête jamais de pic. Donc en gros, jamais, genre moi j'envoie 1 000 € par jour d'un seul coup, bim, 10 000. Ça, vous allez sauter à tous les coups. Et augmenter petit à petit votre volume. Petit à petit, toujours petit à petit. Vous faites x2 maximum par semaine. C'est vraiment le big maximum. Si vous avez fait 7 000 € troisième semaine, vous envoyez pas plus de 14 000 la semaine d'après. Faut toujours scaler de façon intelligente. Ok. Il y a Et un ça, j'avais truc, vu. il y a Ouais, un truc vas-y, qui vas-y. me vient en tête aussi rapidement. En France, même si on en a de moins en moins, désactivez absolument sur vos Stripe les CB parce que si jamais vous avez, genre, il y a un logo CB, si jamais vous avez des litiges par CB, vous allez forcément les perdre. Vous ne pouvez pas gagner un litige fait par CB. Genre, activez que Mastercard, Visa, et voilà quoi. Et comment ça se fait ça? Alors ça, c'est juste le fonctionnement du système bancaire. Mais c'est abusé. Et Donc t'as si une un mec CB, te tu fait un peux. litige par CB, t'es baisé, forcément. Ah, Je mais peux pas tu, gagner. non, mais tu sais que tu peux pas perdre des litiges, tu peux pas gagner des litiges par Amex par exemple, c'est la même chose. Hein. Ça Ouais. dépend du réseau de cartes. Hein. Il y a des réseaux qui sont plus permissifs que d'autres. Amex et même Discover, c'est compliqué de gagner. Hein. C'est pareil. Hein. En fait, il y a que Visa et Mastercard qui sont un peu gentils. Ils te donnent la possibilité de peut-être gagner. Donc demain, je m'achète une Tesla, je peux la. Enfin, ah oui, on avait parlé de ça d'ailleurs dans un Ecom Talks où il y avait des types qui se faisaient Ouais, chargeback ouais, ouais. Ouais, des ouais. Tesla. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est réel ou quoi? Est-ce que c'est réel? J'en sais rien. En tout cas, j'ai vu passer le screen d'un mec qui avait réussi à se faire refund une Tesla. Bon, après, tu sais, c'est les screens automatiques. Après, potentiellement, ça a déclenché une enquête. Ils ont recall le virement. On peut jamais trop savoir ce qui s'est passé réellement derrière. Après, Ouais, le screen, je l'ai vu quand même, tu vois. Un mec qui ouais. se fait rembourser 75 000 € chez Tesla, tu vois. Bon, après, J'avais je vu pense que ça vaut. un screen d'un mec qui s'était fait rembourser toute une commande chez Cartier aussi. C'était pas à 75 bars, mais c'était quand même un beau montant, quoi. Ah, mais Et il y a des mecs qui sont très forts Ouais. en refund. Il y a des mecs qui sont très très bons. Hein. Attention. donc Après, ouais, bon, donc c'est il y a l'aide réel. du huissier derrière qui vient. T'as intérêt d'avoir l'air insolite, quoi. Mais il n'y a pas des protections qui existent, genre les banques, si elles voient que leurs clients ils font 30 000 refunds, je sais pas, Bah, en elles fait, les créent pas ou quelque chose? j'en avais parlé pendant le e-com talks que j'avais fait dans les premiers. Il y a des mecs dont c'est le métier, en fait. C'est les mecs qui font du Oui, refund. Et en ouais, fait, eux, bah, ce qu'ils font, bah, ils ont toute une économie, quoi. Genre, en mode, ils vont acheter des nouveaux comptes bancaires sous nul, H24. Ils vont faire des achats, ok? Et à chaque achat, en fait, ils vont venir chargeback, récupérer de l'article, le revendre et ils repartent avec à chaque fois, ils font x2 sur leur argent, quoi. C'est un vrai business qui existe et qui sévit là encore actuellement, quoi, tu vois. putain, ok. Bon, nous, en tant qu'e-commerçants de bas étage, on risque pas de souffrir de ce genre de business. Je pense que c'est Ah, plutôt les. détrompe-toi, tu vois, je sais pas, un mec qui a une marque de vêtements, qui fait des trucs comme ça, il peut complètement. Faut savoir que les mecs qui font du refund, c'est pas des lumières la plupart du temps, hein. C'est même des gros abrutis finis, et donc ils peuvent se casser le cul à parler avec un support pendant 2 semaines pour se faire rembourser un suite à 180 € frérot. Hein. Ça, Ah ouais. c'est clairement possible. Hein. Et ils ont pas de vie, les mecs qui font ça, hein, clairement. Mais de toute façon, ouais, ce sont le cas dans tous ces milieux-là, hein, genre dans tous les milieux un peu illégaux, etc. T'as pas un blog Telegram, etc. Genre, t'as 95% des mecs, c'est pas des lumières, quoi. Genre juste ils veulent de l'argent rapide, facile, etc. Mais putain, mais faites des trucs sérieux, faites des trucs long terme, mais vraiment, Ouais, c'est voilà, fou en fait. c'est toujours la solution, les C'est mecs. ça, C'est toujours la toujours. solution. Une fois que t'es dans la merde, c'est fini. C'est fini. En fait, la morale là-dessus, c'est vraiment juste en fait, genre la vie, ça dure pas 3 ans, quoi. Peut-être que dans 2 ans, t'auras pas de problème, mais dans 10 ans, le monde évolue en fait. Ouais. Bah les gars, envoyez vos questions là parce que pour moi on touche un peu à la fin, on a fait un peu le tour. Si Igor Lord, tu veux nous parler encore un peu de ton SaaS vite fait, nous dire un peu quand est-ce que ce sera. Ah oui, tiens, moi j'avais une question par rapport à ça. Et s'il Yes. y a des mecs parce qu'il y avait un gars aux US, souvent il balançait des trucs en mode et j'avais répondu à un de ses posts où il disait ouais les applications Shopify qui aident les gens à gagner leur chargeback, est-ce qu'elles sont pas elles sont pas complices des no shippers. Et donc moi, j'étais un peu partagé parce que finalement, ben, t'as des no-shippers, mais t'as aussi des clients malhonnêtes Mm. qui sont peut-être pas, qui font pas ça de voilà tous les Alors, jours, mais qui un jour ont décidé de tester, tu vois. Alors, c'est une question qu'on m'a déjà dit en vrai, tu vois. Mais en fait, juste, faut vraiment dire un truc. T'as des clients malhonnêtes, t'as des e-commerçants malhonnêtes, t'as aussi des mecs qui savent juste pas comment ça marche les litiges. Au final, en vrai, faut juste se dire un truc, c'est que est-ce que les groupes qui ont les autoroutes sont responsables de tous les go fast, tu vois. C'est Ouais, un peu une comparaison foireuse en soi, mais en vrai de vrai, au final, tu fournis une solution. Si derrière il y a des mecs qui font des dingueries, bah écoute,
c'est entre guillemets le jeu. Genre, nous, on va faire un peu la guerre à ça, normal, parce que j'ai pas trop envie d'avoir des problèmes dans le sens où, bah, on va avoir des responsabilités parce que, bah, Mastercard et Visa qui sont là. Maintenant, ouais, genre, juste, bah, t'es pas responsable si des gens font des dingueries sur quelque chose, quoi. Même Genre, Stripe, Ok. hein. ouais, Stripe, les gars, tout le monde peut tourner dessus sans jamais rien fournir. Est-ce qu'ils sont pas aussi complices de tout ça? Et c'est c'est comme, vrai. en fait, est-ce que les mecs qui créent les couteaux, ils sont pas responsables des assassinats qui sont faits avec? Bah non, en fait, il y a des outils, il y a des avantages, des inconvénients, ça sera toujours utilisé par des bons et des mauvais. Et si ça peut rassurer certains, l'année dernière, il y a quand même une société qui s'appelle CB 911 qui s'est faite épingler par la Fed justement à cause de ça, parce qu'ils étaient accusés en fait de fournir des solutions aux scammers, et depuis ils se sont cassés la gueule violemment. Donc si, comme Lord, il fait n'importe quoi avec son SaaS, ça lui retombera sur le truc et il fera tout pour que ce soit pas le cas. Donc il y a même pas de, il y a même pas de sujet à ce niveau-là, je pense. Hmm. Et la demande, est-ce qu'elle est bien présente ou quoi? Oui, 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 oui. Ce secteur-là, en fait, genre les litiges, c'est un des plus gros problèmes que tu peux rencontrer en fait quand tu fais du business en ligne. Donc globalement, en fait, tous les gens qui ont déjà fait du business en ligne ont tous déjà eu des litiges. Donc en soi, la demande, elle est assez énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là. D'accord, ok. Ah, et surtout, C'est les gens ne sont pas beaucoup éduqués encore au litige. Il y a ouais, beaucoup de e-commerçants qui ne savent même pas ce que c'est qu'un. Enfin, ils savent ce que c'est qu'un litige dans les grandes lignes, mais ils savent même pas qu'il y a des solutions pour les prévenir, donc c'est-à-dire pour ne jamais les recevoir, et pour les combattre une fois qu'ils sont là. Le ouais. travail que Lord va avoir à faire, ça va être carrément d'éduquer les e-commerçants pour ensuite les convertir. Donc moi, je pense que la demande, elle est monstrueuse pour le coup. Je pense que, en tout cas, aux US, ils sont un peu plus conscients de tout ça parce que de toute façon, ils ont toujours un peu d'avance sur nous. Mais en soi, oui, genre, de toute façon, la demande, en fait, à mon avis, elle va vraiment être croissante. Donc c'est pour ça, en fait, là, tout à l'heure, il était dans le space, mais là, je crois qu'il est parti. Mais globalement, juste en fait, avec mon associé, on a un taf qui va être colossal sur l'éducationnel. C'est pour ça que, bah, globalement, il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Mais en vrai de vrai, monter dans le wagon dès maintenant, aller sur la waitlist, parce qu'il y a plein de choses qui vont être faites. Globalement, honnêtement, vous avez aucun intérêt à ne pas être dans la waitlist, quoi. Ok, ok. Donc toi, là, si tu devais expliquer un peu voilà, ta proposition de valeur unique, c'est quoi? C'est que les gens, ils aient plus du tout à se soucier de leur... enfin, ouais, je sais pas, fais-le toi. Bah, en fait, globalement, faut vraiment se dire un truc. Ton litige te fait perdre de l'argent, ton litige te fait perdre du temps, parce que tu vas passer du temps à juste régler son litige, et tu vas très souvent le perdre parce que tu sais pas comment le régler. Nous, on a une solution qui ne te prend pas de temps et qui te fait gagner de l'argent. C'est-à-dire que au lieu d'avoir perdu 1000 euros sur ton mois à cause des litiges, tu vas en avoir gagné 800, quoi. Genre, c'est la proposition de valeur, elle est là en fait. C'est juste win-win. C'est-à-dire que bah, globalement, tu ne peux rien faire contre les litiges, sauf que bah il y a des gens qui savent faire contre les litiges. Du coup, c'est vraiment genre soit tu te laisses faire et tu perds 1000 euros, soit tu passes par des solutions comme ce qu'on est en train de développer et tu gagnes 800 euros en plus quoi. Ok, ok, clé. Ah, on avait une question là qui m'a été posée en DM. Est-ce que il est possible de faire passer des tailles masseuses en frais de société? Mais quoi? Non, mais des masseuses thaïlandaises en frais de société. Non, mais Alors, c'est une connerie, truc ça. drôle que j'ai appris, tous les Ouais, gars qui ont des assurances internationales et tout, genre assurance médicale là, très souvent vous avez des frais et tout, genre annuels qui sont couverts sur des trucs comme ça, genre les massages et tout. Donc en vrai, renseignez-vous, parce que si vous avez des trucs qui sont assez stylés, vous avez moyen de vous faire rembourser les compléments alimentaires et tout ce bordel, vraiment par vos assurances. ok, ok, c'est Et propre. n'oubliez pas, les frères, que tout peut être justifié par un team building. Ouais, bah on est passé par des masseuses, c'était un team building, c'était pour ressouder l'équipe. Tout peut être justifié comme ça, donc n'hésitez pas. Dépensez un maximum en société, ne craignez rien. Et si jamais, si vous êtes en France, n'hésitez pas, faites-vous des gros chèques déjeuner et tout. Ça marche aussi. Ok, purée, tu vois, il y a plein de choses à... Au niveau de l'optimisation fiscale, les mecs, voilà, comment on optimise sans, bien sûr, sans s'évader. Non, on Ouais, ne mais s'évade gros, pas. On reste enchaîné, mais on optimise. ah mais gros, tout à l'heure j'ai eu quelqu'un qui me disait qu'il voulait liquider sa boîte à la fin de l'année et tout pour récupérer son argent. Il avait 300K je crois, sur sa boîte. Je lui ai dit frérot, fais surtout pas ça. Tu vas perdre full thune. En fait, genre vraiment, c'est pareil. En fait, les litiges et la fiscalité, c'est pareil. Genre les gens sont pas éduqués. Mais en vrai, c'est des tafs de ouf. Hein. Vraiment, c'est tout un taf la fiscalité. En fait, pas n'importe quoi. Hein. Genre commencez pas à ouvrir des boîtes partout, etc. sans savoir parce que vraiment, Ah, c'est voilà, une je voulais dinguerie. revenir. Moi, personnellement, j'ai jamais ouvert de LLC, de LTD, de tout ça. Je Ouais. sais même pas à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui fait ça. Et je pense que je suis pas le seul. Pour m'expliquer, voilà, c'est quoi la logique derrière, pourquoi ils le font et pourquoi faut pas le faire ou le faire. Il y En a fait, aucune logique, il y a aucune logique dans comment eux ils le font.
ils sont, en fait, eux, c'est des débiles mentaux, d'accord? Ils habitent en France, leurs clients sont français, et ils se disent, malin comme tout, vas-y, je vais ouvrir une boîte, une LLC aux États-Unis, je vais faire passer tout mon volume là-bas, et en fait, j'ai plus d'impôts à payer. Sauf que pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne la fiscalité. Tu as un établissement fiscal, donc c'est l'endroit depuis lequel tu travailles, ok? Et donc, si tu veux vraiment, réellement devenir résident fiscal des États-Unis, il faut vivre aux États-Unis. Et il faut avoir ta majorité clients, du coup, qui ne viennent pas de ton pays d'origine, qui est la France. Donc, en fait, tous les mecs qui ouvrent des LLC, des LTD, des trucs, etc., ce qu'ils font, c'est tout simplement de l'évasion fiscale. Ils essaient de pas payer d'impôts, de l'impôt qu'ils doivent à la France. Donc, il n'y a aucune logique à moins de le faire proprement, et donc c'est-à-dire de juste quitter le foyer fiscal de la France. L'optimisation Mhm. fiscale, ça arrive à partir d'un certain stade, quand tu fais déjà des centaines de milliers d'euros, quand tu fais des millions, là, il y a des petites combines, des trucs, etc. Mais dans tous les cas, la France, c'est archi pas des débiles. Ils vont vous retrouver dans tous les cas. En plus, les pays dans lesquels vous allez, la plupart du temps, c'est des pays qui ont des accords avec la France. Donc, dans 80% du temps, c'est complètement débile. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il y a Ah ça, ouais. et aussi, en fait, la seule façon de rendre une boîte comme ça légale, c'est de la déclarer en France, et derrière, en fait, t'es assujetti à la double imposition. Donc, en fait, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, les mecs se disent que, vas-y, genre, je fais une Ah société oui. à Hong Kong, parce que, vas-y, là-bas, il y a beaucoup moins d'imposition. Genre, il y a même pas d'imposition du tout, qu'en France. Bah, en fait, c'est complètement con, parce que juste ta boîte à Hong Kong, elle va être imposée, si tu la déclares, elle va être imposée comme si elle était en France. Donc, en fait, littéralement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien du tout. Les gars, il n'y a Putain. aucun moyen de ne pas payer d'impôts à part en quittant complètement ce pays maudit. Vraiment, j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres solutions, mais en fait, les solutions qui existent, elles sont juste illégales et elles vont vous mettre dans la merde dans 99% des cas. Donc, juste, faut partir le plus loin possible, faire ses bagages, ouvrir sa société à l'étranger et ça va pas plus loin que ça. Vraiment, il n'y a pas de sauce miracle, de sauce magique, ça n'existe pas. Et si je peux rajouter un truc Ok. là-dessus aussi, commencez pas à vous dire ouais vas-y là-bas la domination fiscale c'est 3 mois, vas-y go je vais là-bas et je vais passer le restant de l'année en France. Parce qu'en fait la réalité c'est que globalement en fait déjà c'est la France qui va faire les lois sur tout ça parce que c'est votre pays d'exil. Par conséquent en fait même si vous êtes dans un pays où c'est 3 mois, en fait vu que votre ancienne domiciliation c'est la France, bah, en fait ça sera 6 mois dans tous les cas. Faut que vous puissiez prouver à la France que vous passez moins de 6 mois, enfin plus que 6 mois dans votre nouveau pays d'accueil. Donc, pareil, oubliez le fait de revenir 3-4 mois par an en France, etc. Genre chez papa-maman, comme il y en a beaucoup qui le font, parce que vous allez juste vous mettre dans la merde en fait. Genre l'expatriation, c'est pas un jeu. Hein. Vraiment, si vous partez vraiment quoi. Ok. Et Donc tous les mecs qui font des. Eh voilà. Est-ce que vous connaissez les trucs là? Je voyais ces trucs. Ouais, Estonie, ça y est. J'ai un truc digital en Estonie. Je suis estonien. Je sais pas quoi. t'as C'est dit, C'est réel pareil, ou c'est 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 une pareil, c'est une- c'est pareil et c'est encore pire parce que c'est l'Europe. Donc, si tu veux, tu vas te faire remonter encore plus rapidement, genre. C'est-à-dire que, à la limite, tu pars aux US, bon, ils vont peut-être prendre du temps à capter, tu vois. Surtout si tu ouvres une LLC, c'est pas un conseil, les frères. Même si tu ouvres, par exemple, une LLC dans des pays où il n'y a pas de registre. Dans les États où il n'y a pas de registre. Genre le Nouveau-Mexique ou le Wyoming. Prenez des notes, je vous ai rien dit. Même en allant là-bas, vous allez avoir des soucis. Mais alors, si vous ouvrez votre boîte en Estonie en pensant qu'ils vont jamais vous retrouver, vous êtes des gros débiles mentaux. Mais des vrais de vrais, genre. Encore une fois, il n'y a pas de solution. L'Estonie, c'est encore plus bidon que tout le reste, genre. Voilà. Putain. Et tous les mecs qui payent des trucs comme ça, c'est des bouffons quoi. Non, alors après, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Tu vois, typiquement, ils peuvent très bien ouvrir une société en Estonie pour ouvrir un Stripe estonien. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais en fait, tu vas quand même devoir payer des impôts. Si tu fais ça pour pas payer tes impôts, t'es un débile, genre. Si tu fais ça pour Ouais, accéder c'est à des, ça. à des solutions de paiement ou des banques estoniennes, alors à ce moment-là, oui, pourquoi pas? Tu vois, ça peut être mettre une surcouche, genre typiquement ouvrir une LLC aux États-Unis en ton nom pour pouvoir accéder à Mercury, qui est une banque aux US beaucoup plus solide que ce qu'on peut avoir Revolut en France, etc. C'est pas con du tout. Par contre, ne crois surtout pas que t'as pas d'impôt à payer, quoi. C'est juste ça la petite nuance, quoi, en fait. Tu vas accéder à de meilleurs partenaires, mais tu vas pas esquiver le fisc, quoi. Et le Delaware. C'est quoi le Delaware? Parle-nous. C'est les mecs qui font des sociétés au Delaware. C'est quoi la logique derrière? Delaware, en fait, si je me trompe pas, c'est un peu comme le Wyoming, c'est des sociétés entre guillemets anonymisées, et du coup, il y a plein de mecs qui font des boîtes là-bas. Mais en fait, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de grosses startups qui se mettent, etc. Parce que c'est un endroit où c'est très facile d'investir, en tout cas pour du coup des VC ou des business angels. Ok. Mais c'est Ok, le même je délire. Hein. Pour être encore plus précis, c'est parce qu'il y a pas d'impôt sur comment ça s'appelle déjà quand à la fin de l'année tout le monde se redistribue les bénéfices là, j'ai oublié. Dividende. Les dividendes, c'est parce qu'il y a pas, Ah si oui. vous voulez, il y a pas d'impôt sur les dividendes, donc tous les mecs ils investissent là-bas pour se dire au pire si jamais ça pète, je me prends pas d'impôt. Et oui, il y a pas de registre en fait. Enfin, il y a un registre mais il y a pas le nom qui apparaît. Nouveau-Mexique, Delaware et l'autre j'ai oublié, c'est Wyoming. pareil. Wyoming, voilà, c'est la même merde. Encore une fois, Ok. ceci n'est pas un conseil. Vous êtes grand. Non, non. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout un conseil, c'est même de la grosse merde, ne le faites pas. Hein. Le conseil c'est même ne le faites pas en fait. Donc, Soyez pas con, faites des son SAS, optimisez conseil votre réellement. truc. Si vous voulez vous Son enrichir en conseil. France, faites des SCI, et puis voilà en fait.
Ah, quoi? C'est-à-dire? Attends, reviens sur ce que tu viens de dire là. Ah, J'ai en pas fait, entendu. en fait, la logique de la France, c'est que si tu t'essaies de t'enrichir par toi-même, les impositions en tant que personne sont tellement élevées que globalement, tu vas te faire éclater. Genre, si tu gagnes plus que 80 000 euros par an en France, il dépasse les 80 000 euros et assujetti à 45% d'imposition sur le revenu. Autrement dit, tu gagnes 200 000 euros par an, sur les 200 000 euros, tu vas avoir 120 000 euros qui vont être assujettis à 45%. Donc, tu vas à la fin sur tes 200 000 euros, enfin sur les 120 000 euros qui dépassent 80. C'est compliqué de ouf, hein. Genre, c'est chiant en fait. Genre, Ah ouais, c'est j'ai sale. arrêté Ouais, l'école il y a tu longtemps. payes. Ouais, donc tu payes ouais, 50 quelques mille euros de juste Ouais. d'impôts quoi sur le revenu. Et en fait, du coup, en France, si tu veux t'enrichir, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas compliqué. C'est t'as ta boîte qui fait de l'argent, qui a des bénéfices, etc. à la fin de l'année. Ce que tu fais, c'est que tu montes une holding, tu montes une SCI. Les transferts d'argent entre toi et ta société, c'est assujetti à 33%, du coup, maintenant, ce que c'est sur la flat tax. Donc, si tu veux te verser 100 000 euros de dividendes, tu vas en récupérer 67 000. Par contre, si tu fais un transfert vers ta holding pour ensuite découler sur une SCI pour acheter de l'immobilier, c'est zéro. En tout cas, de mémoire, c'est zéro. Ce qui veut dire en fait que le bon moyen de s'enrichir en France, en réalité, c'est de faire ce genre de choses. En fait, tu t'enrichis en tant que patrimoine, non pas en tant que personne. Contrairement à Dubaï où c'est zéro, et là tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Donc faut pas avoir du cash, faut avoir de la pierre. C'est ça le truc. Tu peux, en Oh, soi. Faut être ok. riche, mais vivre comme un, faut être riche sur le papier, mais vivre comme un clochard. Voilà. En Mais gros, la mentalité mais du coup française, c'est ça, en gros. comment ils font les politiques pour rester blindés? Alors, alors, Frérot, t'as vu, je pense y a personne ici qui a envie de rentrer dans les théories du complot, ok? Mais crois-moi bien qu'il y a des montages fiscaux, ils font mal à la tête, tellement ils sont complexes. Mais Et c'est de comment, l'évasion fiscale non, aussi. c'est de l'évasion purement simplement, tu vois. Mais il y a des vrais montages qui sont pas si compliqués à faire, qui te permettent de pas payer d'impôts en France. Maintenant, voilà, c'est de l'évasion. C'est de l'évasion. Des Après, ces sociétés mecs-là, écrans. voilà, t'as compris. Mais ces mecs-là, ils ont la tranquillité d'esprit de se dire qu'ils sont couverts par un tas de cabinets et de gens haut placés. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus facile, tu vois. Genre Bernard Arnault, qui a sa société principale, qui a beaucoup de sociétés qui est en Belgique, tu vois. C'est un mystère que personne ne lui soit tombé dessus. Mais on sait très bien pourquoi personne ne lui est tombé dessus. Parce qu'il participe à tellement d'emplois, il y a tellement d'argent que personne n'a aucun intérêt à lui tomber dessus, tu vois. Donc ça dépend de ta position. Il y a un certain niveau de richesse où les impôts c'est une vaste blague quoi. Ça c'est des oui. papiers à signer, c'est juste de l'humour genre. Tu sais, il ouvre le papier, le mec il rigole, il se dit mon comptable va bien s'amuser à gérer ça, tu vois. Non, c'est une vaste blague. C'est que pour les mecs comme nous les impôts et les taxes et des trucs comme ça, tu vois. Non, en fait, il y a un truc que vous irez checker globalement. Il y a eu deux affaires successives, les Panama Papers et les Pandora Papers. Vous irez y jeter un œil. Il y a beaucoup de noms Putain, j'ai vu ce de truc des ministres et Pandora tout Papers. Une qui sont folie, sortis. mec. Et typiquement, il y a eu un scandale il y a quelques années en France avec le cabinet McKinsey où il y avait de l'argent qui partait dans une société d'un cousin d'un ministre aux îles Canaries. Bon, globalement. Mais en vrai, en France, si vous voulez rouler en Urus, montez une boîte de location, faites remonter l'argent. En vrai, tu fais ton e-com, tu fais ta holding, tu fais une SCI, tu fais une boîte de location. Et même si tu veux même faire des conneries, genre le modifier, etc., en fait, tu fais un garage automobile, t'achètes le Urus en tant que chocard pour le garage. Tu le montes à 1200 chevaux, tu vas faire le connard avec une plaque garage. Comme ça, tu payes même moins d'assurance, etc. Là, t'as le droit. Là, tu pourras rouler en Urus, tu pourras avoir des bêtes de maison, etc. Y a pas de Ou galère. alors, Par ou contre, en alors tant que personnel, achetez-le ça à passe rien. Dubaï, achetez-le à Dubaï et ramenez-le en France. Et vous pouvez faire la mala pendant 3 mois et après vous le ramenez. C'est 3 mois par an, vous pouvez faire le con avec et après vous le ramenez. C'est rentable ça, c'est Ça, je rentable. savais pas ça. Rendez-vous à Cannes, les frères. Rendez-vous à Cannes 2025, ça va être top, les frères. Tout- Ah, c'est ça que t'as fait. C'est ça que t'as fait cet été. Non, non, non. Envoyer les. Cet été, j'ai juste loué, mais normalement, cette année, ça va être. T'as compris, on va faire venir les voitures directement ici. Ça va être direct. D'accord. Alors, là, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de SASU. Est-ce qu'on peut faire de l'opti fiscal avec une SASU? Bah, bien Enfin, sûr. c'est quoi le. Et donc, toi, tout à l'heure, tu me parlais de SAS. C'est quoi qui Alors, est conseillé comme forme d'entreprise pour encore la une France fois, je suis pas fiscaliste. Les différentes formes d'entreprise, je les connais, je connais pas dans les détails. En fait, une SASU, c'est une SAS unipersonnelle. T'as entre guillemets deux grands types d'entreprises en France. T'as la SARL et la SAS. T'en as beaucoup d'autres, genre la SCI typiquement, qui est une société immobilière. Mais en gros, nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est la SARL et la SAS. La SASU, c'est une SAS unipersonnelle. La SAS te permet juste d'avoir plus qu'une personne dans la société, et pour la SARL, c'est le URL de mémoire, qui te permet en fait d'avoir une SARL pour une seule personne. Vous savez regarder les différences entre la SAS et la SARL, mais pour de l'e-com, le plus intéressant souvent, c'est de se mettre en SAS, donc en SASU. Et oui, tu peux totalement faire de l'opti fiscal, exactement comme avec une SARL ou avec une SAS, parce qu'en donc tu fait, mets tes frais de société, c'est ça, quoi. ouais, c'est ça. Mais en fait, juste vraiment, tu veux t'enrichir en France, c'est vraiment juste,
tu commences à monter, tu fais ta société, tu montes une holding par-dessus, et derrière, en fait, tu fais d'autres sociétés dans les trucs où tu veux C'est dans quoi la une chaîne. holding pour les Une pour les holding, inconnus? c'est une société qui possède d'autres sociétés. En fait, la holding en France, c'est un truc qui permet de faire des transferts d'argent, il me semble, en tout cas, sans perte. Genre dans le sens où, du coup, si toi, en tant que personne, tu es le possesseur de deux sociétés, que tu fais un transfert de la société A à la société B, imaginons 100 000 euros, si tu passes par toi, tu vas perdre, du coup, 33%. Donc, tu vas en avoir 67 000 pour réinjecter derrière dans ta société B. Ah ouais. Si tu passes par une holding, du coup, que la holding possède possède la société A et la société B, en fait, tu peux faire des transferts d'argent sans perte. Donc, si sur 100 000 euros, tu gardes 100 000 euros. En gros, c'est du vent. Ok. En gros, c'est un En vrai vrai, papier qui t'autorise à faire des trucs super sympas, genre. Mais c'est exactement ça. qui a aucune substance, quoi. C'est vraiment juste une entité qui existe et qui justifie des transferts, mais ça n'existe pas, quoi. Ça n'a pas de site internet, ça n'a pas d'activité commerciale, ça n'a rien, genre. C'est un bout de papier, Et, genre, littéralement. et c'est compliqué à obtenir, à faire Non, une holding. non, c'est pas différent d'une société normale, hein. C'est juste une dénomination qui change, quoi. Tu vois, c'est tout. Ok, ça marche. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour à ce niveau-là des sociétés. Si vous avez encore des questions sur les sociétés, moi, j'avais une autre question qui m'était venue tout à l'heure. Il y a Ryuk que j'ai fait monter. Je sais pas s'il voulait, il voulait ajouter quelque chose par rapport à ce dont on parlait. Non, moi j'avais juste une petite question du coup par rapport. Bah, après, c'est peut-être une question qui vient de me. Je viens de l'avoir en tête là. Donc, imaginons tu fais une SASU. Ouais. Et là, tu fais une holding, sauf que ta holding, c'est en gros, tu veux être youtubeur. Et du coup, tu t'achètes des gros gamos et tu fais des vlogs avec. Tu vois? Allô, vous Sur- savez que les youtubeurs sont les plus gros fraudeurs fiscaux tolérés que j'ai jamais vu de ma vie, genre. Ah, mais oui, Les C'est- mecs, Les mecs, ils vont te prendre un jet privé, ok? Ils vont te dire, je fais une vidéo dans le jet privé, donc ils vont faire la vidéo 24 heures en jet privé, c'est payé par la boîte. Voilà, simplement. Alors, mais voilà. sur l'achat d'un véhicule, je ne sais pas, parce que ça paraît un peu gros quand même. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils font, quoi. Quand ils font des vidéos, on fait 24 heures de shopping, je donne ma carte à Mastu, le fils de pute, pour aller faire des achats, bah en fait, Voilà. les achats, ils les gardent, quoi. C'est pour eux, c'est en Ah société, oui. genre. En fait, c'est parce que j'avais entendu que c'est le cheat complet en France. C'est que en gros, ils peuvent tout faire passer en frais de société parce que c'est des youtubeurs. Alors, Genre là, Mais alors, c'est intéressant ça. Si demain, moi, je pète en e-com et je décide de faire des vidéos, par même si j'ai contre, pas 1 million d'abonnés, je il me peux. semble qu'il y a une règle sur ça qui est que tu es censé essayer de rendre ça rentable le plus possible. Genre, en fait, si juste tu dépenses, en fait, à un moment, en fait, en France, tu fais ce que tu veux avec ton argent, surtout ça par rapport aux boîtes. Maintenant, le problème, c'est qu'à un moment, tu vas avoir un contrôleur fiscal qui va commencer à éplucher tes papiers et c'est là que ça va commencer à éplucher la merde. Genre, si demain, tu veux aller acheter une malle chez Louis Vuitton à 70 bars, personne t'en empêche. Par contre, si dans 2 ans, il y a un mec qui vient te dire, elle te sert à quoi la malle, là, ça va être un autre débat. Mais là, par exemple, j'ai une question. Par exemple, tu vois, même le Yomi aujourd'hui, s'il était français avec une société française, euh, toutes ces vidéos, en gros, tu as vu, genre, le mec money les formations, tu dois un peu montrer, tu dois un peu prouver, et du coup, tu es là, tu fais des vidéos avec des jets, je sais pas quoi, des belles caisses. Est-ce que, du coup, ça, je me demandais, est-ce que ça pourrait passer Ouais, en 100%. frais de société 100%. pour la formation? 100% Ah oui. parce qu'il pourrait prouver que en fait le tunnel de vente il a eu du trafic depuis cette vidéo là, tu vois. Il serait capable de le montrer avec Ouais. les liens de tracking, etc. Tu vois. Donc si vraiment il y a un contrôle poussé, il pourrait prouver que ouais, c'est vraiment cette vidéo là qu'il a converti tant de clients, quoi. Donc je pense que oui, sans aucun problème. Honnêtement, je Ouais, pense mais que imagine, en fait, c'est que du vent, ça, parce que lui, dans sa vidéo, il dit qu'il a obtenu Mais ça les grâce à son frères, genre business. C'est pas du tout vrai. la fiscalité, c'est du vent, hein. c'est du vent. C'est du vent, hein. Oui. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, vous sortez un PDF à un comptable, c'est bon, genre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est-à-dire que si vous avez une justification à donner, un papier, un document à donner, c'est bon, genre. Les gens, c'est passionnant à quel point ils se satisfont, je sais pas. Ils peuvent se satisfaire, pardon, d'un bout de papier ou d'une justification, genre. Et les entreprises sont du vent, quoi. Quand tu regardes le nombre de sociétés qui sont ouvertes tous les ans avec des noms farfelus au UK, le nombre de holdings qui possèdent d'autres sociétés, qui possèdent d'une SI, qui possèdent ensuite des biens non, mais c'est très grave. C'est des montages à se casser la tête. C'est du vent, genre, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Bon, ben Ok. voilà, ceux qui veulent devenir youtubeurs à côté. Honnêtement, je pense que le youtubeur le plus smart sur cet aspect-là, c'est la boiserie. Genre, quand tu regardes Leicester. tout son montage fiscal, Leicester. Y a pas d'autre mot. je connais pas du tout. C'est horrible. Mais La boiserie, il fait quoi? Moi, je la connais pas. boiserie, bah en fait, juste le mec qui fait les voitures, il a fait plein de vidéos à la con, etc. Il a sa boîte de prod qui est dans sa holding. Il s'est payé un château qu'il a mis sur sa SCI. Il a pas mal d'employés, etc. Du coup, il a dans sa SCI, il y a aussi toutes les résidences du château.
Chaque résidence est louée à sa boîte, du coup, qui gère à ses différentes boîtes, etc. Il avait beaucoup de travaux à faire dans ces lieux, etc. Il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus rentable de juste monter une boîte de BTP. Derrière, du coup, maintenant, sa boîte de BTP bosse pour sa SCI. Il a beaucoup de voitures, du coup, il a fait un garage qui lui permet aussi, du coup, de pouvoir faire des conneries sur les voitures, parce que, du coup, bah, il a une plaque Justifié. garage. Et du coup, ça lui permet de juste s'en battre les couilles, plus ou moins des normes sur l'automobile. Donc demain, genre, le mec veut faire, je sais pas, une 2 chevaux de 1500 chevaux qui s'envole, il a le droit. Genre, vraiment, il est vraiment smart de baiser sur tout ça. Et il y en a plusieurs Comment comme ça, mais comment lui, il a vraiment, fait il est pour smart. s'organiser? Il est conseillé, c'est ça? Ouais, bien sûr, je pense qu'il est entouré de Il n'a ça. pas demandé à ChatGPT, quoi. Ah non, non, je pense vraiment que genre, ce mec, en vrai, c'est peut-être pas le mec le plus smart de la Terre, mais je pense vraiment que par contre, il y a un truc sur lequel il est très smart, c'est vraiment, il sait vraiment comment s'entourer. Ok. Mais donc ça, on est sur de l'optimisation fiscale, alors. Ah ouais, ouais, Ça, de ça, baiser. c'est réellement de Ah, de l'optimisation baiser. fiscale. Bah, le ref, il est dans un château qui est pas son nom, tu vois. Donc, ouais, oui. L'oseille, de toute façon, tant que l'oseille ne sort pas de la France, généralement, c'est plus de l'optimisation que de l'évasion, quoi, dans Ouais. le sens de mot, tu vois. C'est dès que l'oseille sort que c'est plus compliqué. Donc là, en l'occurrence, tout Et reste dans un... c'est quoi la limite, alors? C'est quoi la limite entre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale? Est-ce que tu cherches à Bah, cacher ton argent ou pas? est-ce En que vrai. tu caches ou pas, genre? C'est juste Mais on ça, genre. essaye toujours de cacher, même Ouais, bah, quand on fait c'est de pas bien. C'est l'optimisation. pas bien. Non, mais même quand tu fais de l'optimisation, parce que voilà, tu vas dire que bon, bah voilà, j'ai dépensé ça, c'était pour ma société, même si c'était pas vrai, mais que voilà, quand même tu le justifies, Après, finalement. la définition, on peut la résumer en est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal? Si c'est légal, c'est de l'optimisation. Si c'est illégal, c'est de Ok, l'évasion. C'est aussi simple que ça. Et la limite, parfois, est extrêmement fine, tu vois. Ouais, de ok, fou. d'accord. Mais à C'est partir du moment où tu exagéré. à partir du moment où tu de ne pas payer des impôts, en fait, est-ce que tu essaies de payer moins ou est-ce que tu essaies de pas payer? Genre, du tout, genre. C'est peut-être là quelle est la D'accord. différence, tu vois. Et est-ce que les types se font réellement remonter quand ils font des LLC? Genre ça arrive parce que ok bon c'est illégal et tout, mais je vois beaucoup de gens qui le font, même des gars dans l'OFMIA que je connais, ils ont fait leur entreprise en Angleterre là, ils ont fait leur LTD ou je sais plus quoi LLC, LTD, c'est je le connais pire. pas, Hein. je Ouais, connais LTD, rien. c'est LLC c'est en France, c'est en Angleterre et aux États-Unis. Mais non, ouais, US. C'est que US, donc c'est LTD Ouais, et Du coup, LTD, ouais. c'est la pire boîte que tu puisses faire parce que c'est vraiment la boîte qui a le moins de trust auprès de tout, genre des partenaires bancaires, des partenaires de paiement. LTD, c'est vraiment de la merde, genre. Ça coûte 50 euros, il y a besoin de fournir aucun document, il y a même pas besoin de passer de vérification d'identité. Enfin, vraiment, tu peux en ouvrir 15 par jour, genre. Et c'est délivré en 24 heures. Enfin, c'est vraiment la société la plus nulle à chier que tu puisses faire, genre. et donc les types qui font ça, qui ont toujours leur résidence fiscale en France, ils se font remonter easy quoi. En fait, ils ont le droit de le Bah, faire à partir du moment où ils la déclarent en France. Par conséquent, ils sont ça doublement imposés dessus. Mais Ah, c'est mais ça le donc, et truc. voilà. Ok. Donc, tu as une société en Angleterre que tu déclares pas en France, mais sur laquelle tu payes tes trucs, etc. Là, t'es hors la loi. C'est ça, en fait, franchement, elle n'est pas exactement. déclarée. C'est ça le problème. Et c'est pour ça, en Ah, fait, tout à l'heure, ce que disait Nanim, par exemple, genre sur les boîtes en Estonie, en vrai, c'est super smart d'avoir dit ça. Parce qu'en vrai, genre, les PSP en Estonie sont assez solides, parce que l'Estonie, pour ceux que ça savent pas, c'est un peu genre le pays du digital aujourd'hui en Europe. Genre, c'est un délire à quel point ils ont tout processisé point de vue digital. Et vraiment, genre, imaginons, tu veux avoir des PSP hyper solides. Je sais pareil, genre en Estonie, t'as des banques qui font des milliers bancaires de zinzin. Tu veux avoir ça, tu peux très bien, genre, avoir ta boîte en Estonie, la déclarer en France, et la boîte ne te sert, entre guillemets, que d'agence de paiement. Franchement, les déclarer, c'est ok. ok. D'accord. Ben, alors, en Moi, fait, je c'est ce que j'avais fait, pardon, je t'ai coupé, c'est ce que j'avais fait à vas-y, l'époque où j'essayais d'ouvrir un casino en ligne. J'avais fait une société à Curaçao qui obtenait la licence du casino et derrière, j'avais ouvert une société à Chypre qui servait juste à encaisser l'argent, genre. Parce que à Chypre, tu avais accès des partenaires bancaires beaucoup plus intéressants et des partenaires beaucoup mieux qu'en fait directement à Curaçao. Et en fait, j'avais fait signer un contrat entre ma société à Curaçao et ma société à Chypre, ok, et en fait, ma société à Chypre était un agent de paiement et un fournisseur de services de ma société à Curaçao. Donc dans ce cas-là, oui, c'est intéressant de faire ça, genre. Mais autrement, si c'est juste pour frauder le fisc, encore une fois, non, ça ne sert à rien, genre. Et typiquement, il y a un autre truc qui est faisable aussi, parce que j'ai pris pas mal de rendez-vous d'Epscalis récemment. Imaginons que demain, il y en a un de vous qui parte à Dubaï faire sa boîte, etc., mais qui veut garder sa boîte en France pour l'e-com, pour une raison typique, c'est juste par exemple le PSP plus solide. Ce qui est faisable à faire, en fait, c'est de créer une société filiale en France, qui du coup, ça, t'as le droit de le faire. Et qui du coup, en fait, exactement la même logique que McDonald's des États-Unis, McDonald's France, etc. ok. Et parce que là, j'avais une question similaire à celle-ci. C'était comment transférer sa société française à Dubaï? Bah, tu la transfères pas, t'en recrées une. En vrai. Ouais, on est d'accord. Hein, t'es obligé de Ouais. close celle Bah, de justement, français. t'es pas obligé de la fermer. T'es pas obligé de la fermer. Tu vois, tu peux avoir des avantages à avoir une société en France, genre les PSP par exemple. Parce que typiquement, imaginons que tu fais un Stripe aux UAE,
bah la devise du Stripe, c'est pas de l'euro. Par conséquent, tu vas manger je crois que c'est 5% du coup, au total. Parce que t'as la conversion qui mange. Peu importe le Stripe, tu peux utiliser n'importe quelle currency normalement, je crois. Ouais, mais t'as des conversions dessus, forcément. Je suis pas sûr, frère. Je crois que tu peux activer euro, USD, AED sur le même Stripe et que ça fasse un routing automatique, hein, il me semble. Alors, je suis pratiquement sûr de ça, hein, pour le coup. Mais bref, peu importe. je vais dire un peu de son signal, parce que je sais que là, je sais qu'il a une galère là-dessus, justement. Il a sa boîte à Dubaï, il a son Stripe, etc. Mais du coup, il mange des fils de zinzin. Je vais lui dire. J'ai fait monter un compte qui s'appelle Offshore Bilatéral. Ah, vous connaissez? Non. Non, pas du tout, mais le nom me fait rire. Ah, ok. Du coup, je sais pas si vous voulez parler ou si c'était une erreur, parce que le compte est que en anglais. Non, bien bonsoir. Je vous écoute depuis tout à l'heure en matière de fiscalité. Ouais. Vous avez pris des PDG nominés, tout ça, on est bien d'accord. Dans votre formation d'entreprise. Non, pas du tout. D'accord. Vous êtes Michel Holder? C'est un sujet qui est intéressant d'aborder, mais là, pour l'instant, non. De quoi? Vous avez mis un cher... Non, mais ce que je te demande, c'est dans la formation de l'entreprise dans laquelle tu nous parles là, depuis tout à l'heure, si je ne me trompe, parce que je suis arrivé en cours, hein, je suis pas, j'écoute pas depuis l'ouverture de ce space, t'as pris un PDG nominé? En fait, de base, on parle d'aucune de nos sociétés à nous, on parlait en général des différentes cases, en fait, si tu veux. D'accord, ok, d'accord. Parce que c'est quoi initialement des crypto-compagnies? J'entends... Ah non, on fait de l'e-com ici. E-com, uniquement e-commerce. Ouais. D'accord, en utilisant Stripe, aucunement une banque commercialisant le module de paiement. Bah c'est tout le sujet, justement. D'accord. Voilà, on parle de ça depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous en êtes quand même conscient. De toute façon, à partir du moment où le dollar est utilisé, vous vous exposez à des risques. Quand on prend par exemple la Lettonie, je parle pas de la Lituanie, mais la Lettonie, vous avez un secret pour les gérants d'entreprise, pas forcément les SA, faut le savoir. Mais il y a réellement une confidentialité en Lettonie. C'est-à-dire que même le gouvernement letton ne peut pressionner les sociétés. Il y a eu d'innombrables cas de la CIA qui a tenté de pénétrer la chambre du commerce letton, car la Lettonie ne coopère pas. Il faut le comprendre. En Europe. Coup... Ouais, mais tu sais que là, on n'a jamais parlé de directeur nominé, justement. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé de Lettonie, on n'a jamais parlé de directeur nominé. C'est pour ça que là, on comprend pas trop où tu veux en venir. Mais c'est bon à savoir, en tout cas, qu'il y a un vrai secret en Lettonie. Non, mais on m'a dit que c'était un troll, en fait, le mec. Je l'ai bougé là. On m'a dit que c'était un troll. J'ai pas. Ok. Voilà, désolé les gars, mais moi je fais monter les types. Je me dis voilà, il y a peut-être de la value à apporter. Moi, la question que j'avais également, c'était pour un peu passer un peu à autre chose, mais quand même, c'est Klarna. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais Klarna. Finalement, en fait, comment s'installe et voilà, quels sont les risques? Parce que tout à l'heure, tu avais dit, comme Lord, là, qu'il fallait pas trop l'installer. Non, en fait, Klarna, en vrai, c'est incroyable dans certains pays. Je pense à l'Allemagne, typiquement. Klarna aussi, en vrai, ils sont en train de faire pas mal d'efforts et tout pour acheter tous les PSP de pas mal de trucs. Puis ils ont un projet qui est cool aussi pour plus ou moins condamner le cash on delivery. Mais en gros, le PSP en lui-même est incroyable. Genre, la solution est incroyable. Par contre, je crois qu'ils sont pas en bénéfice, genre, sur les dernières années. Je crois qu'ils sont genre break-even. Après, ouais, c'est sur le setup, c'est pas étonnant, c'est régulier. Mais en fait, comment tu l'installes? C'est soit tu passes par des PSP qui ont des accords avec Klarna, genre Stripe, Airwallex par exemple, long, Viva, je crois, là, etc. Soit tu passes au culot directement chez Klarna en faisant un dossier, etc. En disant bonjour, je veux Klarna sur mon site pour ça, voilà le site, voilà ce que je fais, etc. Mais par contre, c'est un peu des princesses et elles suivent son chiant. C'est pas rare de se faire refuser de Klarna et que derrière, si tu redemandes un truc 6 mois plus tard, ils disent bah non frérot, t'as déjà refusé quoi. Ok, d'accord. Et donc pour installer Klarna sur son site, il faut faire appel à un type qui code, etc. quoi. Bah sur Shopify, moi quand je passais par tout ça, par les PSP externes, par les gateways externes plutôt, pardon, je passais par des checkouts externes. Genre globalement, Checkify, etc. Maintenant, Checkify, je suis désolé, mais ça pue sa mère. Ouais, bon, tu m'as descendu, enfant de putain, tu te fais un ennemi sur Twitter. Oh là là, ferme-la. Putain, mais mec. C'est bon, les gars, il a 3 comptes, les frères. Il a demandé de 3 comptes. Putain. Ok, d'accord. Ouais, pardon. Gros frérot, sa description Twitter, c'est quoi ça? Bref. Mais en gros, juste, tu peux activer Klarna comme ça. Maintenant, il me semble qu'avec des Shopify Payments, genre typiquement allemands, je crois que tu peux avoir directement Klarna. Mais ça, c'est chiant parce que Stripe Express, en fait, en fonction des pays où tu as ton Stripe Express, du coup, ton Shopify Payment,
t'as des moyens de paiement différents. Genre un Stripe Express allemand, du coup je fais paiement allemand. Il me semble que t'as accès à Klarna, Edil, etc., que tu peux les activer en un clic. Par contre, si t'installes juste Stripe basique, tu peux pas l'avoir. Il me semble que c'est pareil, typiquement pour les Stripe Express UK, tu peux aussi avoir Klarna. Mais il y a plein de pays dans lesquels tu peux pas les avoir. Ok, je capte. Ok, hyper intéressant. Bah écoutez, pour moi, on a un peu vu le tour. Là, j'ai vraiment plus trop d'autres questions. Je laisse encore 2-3 minutes là s'il y a des dernières questions, des cas voilà très précis. Bah on a tout vu. On a vu comment les PSP fonctionnent, on a vu comment faire sa société, on a vu ce qu'il faut pas faire les gars aussi. Euh, ok. Ah non, ouais, au niveau de l'expatriation, ouais non, je sais pas. Si on veut s'expatrier correctement, du coup, faut vraiment gérer le truc. Faut vraiment partir dans un autre pays, y habiter et faire les choses proprement. Ça dépend des pays en fait, ça pour le coup, il y a plein de règles différentes. Genre Dubaï typiquement, déjà en fait faut vraiment se dire un truc, la plupart des mecs qui font des colocations etc typiquement à Dubaï, ils sont pas expatriés correctement. Parce que Ah, la France c'est un des seuls pays qui reconnaît la colocation. Genre à Dubaï, vous ne pouvez pas être en colocation, il vous faut forcément un appartement à votre nom avec les papiers qui certifient que c'est vous le locataire de l'appartement. Et surtout il vous faut un truc à l'année, genre le Airbnb 3 mois par an ça suffit pas. Et du coup vraiment c'est pour ça genre l'expatriation c'est pas un jeu, genre ça se prend pas, c'est vraiment un truc à prendre au sérieux quoi. ok. Ok, très concis, très carré. Est-ce qu'il y a autre chose là? Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que, Lord, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour tous ces jeunes e-commerçants qui nous écoutent, qui sont avares, qui ont soif d'argent? Et inscrivez-vous sur la waitlist parce que si vous avez fait de l'argent, bah, globalement, si on vous fait gagner 60-80% de vos litiges, en tout cas pour l'instant, on va chercher des résultats beaucoup plus élevés. Allez-y, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre. On est payé sur les litiges gagnés, pas sur les litiges perdus. Donc allez-y. Et voilà, le lien de la waitlist est directement dans les commentaires du space. Donc allez-y. Voilà, très carré. Je regarde dernier truc. Ok, ça j'avais déjà répondu, c'est tout bon. Ok, nickel. Bon, bah, Ecomlord, je te remercie. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous, à nous donner toute cette value. Je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets. Toi aussi, Nelim, chef. merci d'être venu compléter tout ça. Je pense que c'est intéressant. On aura d'autres opportunités. Je tiens juste à faire un petit message. Les gars, si vous pouvez retweeter le space, s'il vous plaît, c'est vraiment super important pour moi, pour nous, value qu'on vous donne. Abonnez-vous à Ecomlord. Dernière chose, on va faire le dernier space de l'année la semaine prochaine. Je vais faire un truc un peu mode Noël, tout ça. Ce sera un space un peu plus détente. Donc je vous invite tous à venir parce qu'après, bon, bah, ce sera un peu les vacances. Après, on reprend en janvier de l'année prochaine. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir au space de la semaine prochaine. Ce sera un truc vraiment plus détente. On va essayer de partager quand même de la value, faire en sorte que ce soit utile pour tout le monde, faire un récap de cette année. Et voilà, je vous remercie de... Ah putain, je viens de passer les 2000 abonnés, bande d'enfoirés. Enfin, merci à tous. Ça m'a fait vraiment super plaisir. On continue comme ça. Je vous souhaite une très bonne soirée. Remerciez la vie, remerciez Dieu et à très vite.